nous nous définissons comme des créateurs de relations fertiles. Donc j'ai plusieurs activités, des salons présentiels. Il y en a beaucoup quand même qui envisagent l'entrepreneuriat. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui a envie de se lancer, qui souvent, comme tu as cité tout à l'heure, attend, si tu veux, l'idée géniale? Déjà, ne pas attendre indéfiniment l'idée géniale. Je dirais en fait d'abord, projetez-vous, imaginez-vous, faites mentalement, un peu comme un sauteur à la perche, qui a visualisé son parcours. Il y a une question qu'on nous pose souvent dans la communauté. Il y en a beaucoup qui voudraient se lâcher, en fait, mais qui s'inquiètent de savoir s'ils vont arriver à en vivre. Qu'est-ce que tu leur répondrais et que montrent les chiffres? Les chiffres montrent que... Bonjour Alain. Bonjour Julien, Alors, je suis ravi de te recevoir sur le podcast de Caméo. je suis Alors, ravi d'être reçu. écoute, on a une tradition sur ce podcast. On s'adresse à des personnes qui ont souvent plusieurs activités différentes. C'est un sujet que tu connais très très bien et on va y venir. Et comme tu le sais, parfois, eh bien, c'est difficile de savoir se présenter quand tu fais beaucoup de choses. Et c'est pour ça que j'aimerais te demander, toi qui as tellement de casquettes différentes et qui est un véritable professionnel du réseautage, et qui a d'ailleurs écrit un livre à ce sujet, comment tu te présentes généralement à quelqu'un que tu rencontres pour la première fois? Alors, tu as raison, avec mes associés, nous avons créé plusieurs entreprises. Donc j'ai plusieurs activités, une agence de communication, des salons présentiels, et puis également nous organisons des salons virtuels pour des clients. Et en fait, soit je me présente globalement et je fais comme je viens de faire, une rapide présentation en donnant un bénéfice, etc. Par exemple, en rappelant que notre motto, notre credo, c'est nous sommes des créateurs de relations fertiles. Donc ça, c'est l'ombrelle. Mais sinon, lorsque je me présente, je parle rarement de toutes les activités. J'essaye de, de me focaliser en fonction de l'interlocuteur et de me présenter, d'abord d'écouter lui, de préférence, et après de me présenter face à lui. Et après, je peux dire brièvement, bah voilà, avec mes associés, nous avons créé un groupe de communication, une PME de la communication qui s'appelle En Personne. Nous nous définissons comme des créateurs de relations fertiles et nous avons trois activités. Une activité d'agence conseil en marketing communication, une activité d'organisation de salons présentiels qui ont été hybrides aussi avec le Covid, dans deux domaines d'activité très porteurs, l'entrepreneuriat, l'indépendance d'une part avec le salon SME, d'autre part les services à domicile et l'économie de la longévité avec le salon des services à la personne et Silver Economy Expo. Et puis, depuis une dizaine d'années, nous organisons des salons virtuels. Nous avons même créé une plateforme de salons virtuels. Et donc, c'est En Personne 360, En Personne Expo, En Personne Virtual. Et c'est une PME de la communication. Et nous sommes ravis d'aider nos clients à développer leurs relations. Moi, je te l'ai fait un pitch un petit peu long. Tu vois ce que je dis, d'accord? Alors, après, je peux faire plus ou moins court, d'accord, évidemment. Et puis, si j'ai un interlocuteur, un annonceur intéressé par nos activités d'agence, je vais me concentrer plus sur En Personne 360, notre activité d'agence de communication. Et je veux dire, et par ailleurs, avec mes associés, nous avons créé également deux activités, et je fais très très court, tu vois. Donc, c'est un Lego, Hmm. et en fonction du temps que je souhaite prendre, que l'on me donne, ben, je prends des briques du Lego et je peux faire ça en 3 secondes ou en 3 heures. C'est plus proche de 3 secondes que de 3 heures, hein. Hmm. C'est intéressant ce concept de l'ego justement. Et donc, le conseil que tu donnerais, si je comprends bien, c'est vraiment de t'adapter à la personne que tu as en face, évidemment, et les intérêts peut-être qu'ils recherchent et l'événement dans lequel tu te situes peut-être aussi. Ouais, bien sûr, tu sais, je ne sais pas qui a dit ça, j'aime beaucoup les proverbes et les citations, et quelqu'un dit, alors je ne sais pas, mais c'est si tu as une bouche et deux oreilles, c'est pour écouter 2 fois plus que de parler. Bon. Et, et donc, oui, se présenter, c'est pas se présenter pendant deux plombes. Tu vois, là, tout à l'heure, c'était limite un peu long. Je te l'ai fait en mode, entre guillemets, démo comme ça. Mais je préfère ce que je fais une conférence, entre autres, sur le réseau le networking, parce que comme tu sais, j'ai écrit avec Marc Laure, un de mes associés, on a écrit un bouquin. Et dans les conférences pour les entrepreneurs, ou pas, et pas que je peux animer, je vais faire quelques 200, 300, je ne sais pas. Il y a une partie sur la bande-annonce, comment se présenter. Hmm. Et donc, je fais venir des gens sur scène. C'est très interactif comme conférence. C'est pas, je parle pas de boucher. Les gens viennent sur scène, je réagis avec eux, etc. Et là, très souvent, je fais venir 3 personnes sur scène, je les fais se présenter, voilà, leur bande-annonce, ils ont 30 secondes, 40 secondes. Ensuite, ils restent là, et puis j'affiche
les composants d'une bande-annonce réussie, je les fais recommencer, et souvent c'est spectaculaire. Voilà. Et Hmm. puis après, selon le temps que j'ai dans ces conférences, parfois je fais voter les gens avec des gommettes, enfin bref. Et donc, si tu veux, le point clé, c'est d'être, je préfère, je dis toujours, faites court pour qu'on vous pose des questions, plutôt que faire long et ennuyer. Hmm. Donc il faut donner suffisamment de matière pour exciter la curiosité. J'aimerais en savoir plus sur tel sujet, plutôt que faire un tunnel et puis faire bâiller les autres, quoi. Ouais. Moi, ce que je dis souvent à mes étudiants, justement, quand je fais un cours en communication, en marketing, c'est qu'un titre d'article, par exemple, quel est l'objectif d'un titre, du titre d'un article? C'est de faire cliquer déjà pour lire l'article. Et après, le sous-titre, quel est son objectif? Eh bien, de faire lire la partie d'après, etc., etc. Je pense que c'est pareil. Quand tu te présentes, le but, c'est d'éveiller la curiosité pour qu'on essaye d'en savoir plus sur toi, Bien sûr. tout en gardant à l'esprit, comme tu dis, que c'est surtout en étant à l'écoute de la personne que tu es en face que tu peux avoir des discussions enrichissantes et que la personne peut se sentir vraiment écoutée. Et puis, c'est comme ça pour moi, on crée une relation de travail saine quand vraiment tu es à l'écoute de la personne et du besoin de la personne que tu as en face. Bien sûr, je partage tout à fait. Est-ce que, est-ce que par... Comme dans les BD, hein, tu sais, la page, la case du bas en bas à droite pour faire tourner la page. Ah ouais, c'est ça. Est-ce que justement, Est-ce que- à quoi ressemble ta carte de visite? Parce que justement, avec toutes ces activités, donc tu as cette Ah, entreprise, mais tu es toi-même slasher dans ta propre entreprise, parce que vous avez plein d'activités différentes. Qu'est-ce que tu mets sur ta carte là, sur ma carte de visite au recto, il y a le nom de l'entreprise en personne, le nom générique, Ok, l'adresse, le téléphone, mon nom, ma fonction. Et derrière, c'est une brochure institutionnelle sur un. Enfin, j'en utilise quasiment plus. Il y a tous les logos des entreprises et les activités. Tu vois? Donc, d'accord, voilà, c'est tout, avec les trois niveaux, en personne 360, en personne expo, en personne virtuelle, et sous en personne expo, les logos du salon SME, du salon des services à la personne, et Silver Economy Expo. Donc, c'est une toute petite carte, et puis créateur, au pluriel, créateur de relations fertiles. Et tu vois, d'accord, quand on a créé l'agence, c'était en 1996 avec Marc Lahore, qui était déjà un compagnon de travail avant chez MGTB et chez EuroSCG. On s'est appelé En Personne avec ces trois petits points anti-slash et En Personne. Et c'est pour te dire, voilà, c'est nous qui prenons en personne, monsieur le client, votre sujet. C'est nous en personne qui nous impliquons. Et les trois petits points et le slash, c'est vous allez venir vous mettre là. Nous, on accueille les collaborateurs, les partenaires, les clients pour faire un hmm, bloc en personne. Tu vois. C'est comme ça qu'on l'a créé. Et c'est le logo qui a été créé par un designer en 96 et qu'on a toujours. Puis après, on a ajouté, donc ça, c'était la première entreprise que l'on créait. Et après, on en a créé d'autres. Et donc, on a ajouté ensuite des suffixes pour distinguer les entreprises. Ce que tu es en train de me dire, c'est que tu avais déjà un slash dans ton logo avant même de Oui, t'intéresser à la oui, thématique de slasher. oui, C'est oui, incroyable. oui. Et tu vois, c'est ça. Tu vois, ça, c'est une papier, c'est une suite volette. Je l'ai pas là, mais je l'ai pas là. Mais oui, bien sûr. C'est, euh, Hmm, c'est, euh, est-ce que c'est un slash ou un anti-slash? Non, c'est un ah, slash. Voilà. C'est un slash. Et les ouais, trois petits points. c'est marrant, ok. Et je n'ai pas sous la main, parce qu'en plus là, j'ai fait du rangement récemment. J'ai retrouvé plein de souvenirs. C'est extraordinaire. Je n'ai pas de, non, j'ai pas sous la main de logo en personne, mais j'avais déjà le slash. Parce que le slash, c'est une barre de séparation. Et nous, justement, on ne voulait pas qu'il y ait. Tu vois, c'est pour ça, je sais pas si on voit grand-chose, hein, mais il y avait trois petits points. Et Hmm, donc, il y a en personne qui est écrit ici. Et là, ici, c'est pour qu'on se disait, bah, nos collaborateurs viennent ici comme un peu comme la capsule, tu sais, sur le LEM, la capsule qui va s'accrocher à la station spatiale. Et donc, clients, partenaires, euh, collaborateurs, pouf, ça vient se mettre là. Et en somme, hmm, ensemble, nous sommes des créateurs de relations fertiles entre nous et puis une agence de communication. Donc, qui dit agence de communication, ça sert à quoi la communication? Ça sert à modifier les comportements ou les perceptions. Eh bien, nous, surtout enfin, sur ces deux domaines-là, ben, on va créer des relations fertiles entre vous, chers clients, et vos réseaux de distribution, médias, et votre écosystème, vos clients, vos prospects, etc. hmm. Et Alors, fertile parce que créateur de relations, moi, je suis pas un fan je suis pas un accumulateur de relations. hmm, Il y a un bouquin que j'aime beaucoup de Charles Pépin,
sur la rencontre. Et il dit, moi ça, enfin, et il dit, je l'ai là d'ailleurs, hein, il est là, je l'ai juste ici là. Et, euh, et il dit la différence quand une rencontre avec une personne ou une œuvre d'art, ou enfin une rencontre en général, hein, ou une rencontre amoureuse, professionnelle, ou pas seulement avec une personne, c'est parce qu'une œuvre d'art, une rencontre vous bouscule, vous chamboule. Si une rencontre ne vous chamboule pas, c'est un croisement. Mm. Et j'aime bien cette notion d'une vraie. Enfin, bon, après, voilà, après, enfin, le côté vrai, je ne suis pas fan de ces mots-là qui ne veulent rien dire, mais et c'est un des thèmes qu'il développe dans ce livre. Et donc, moi, je te disais, je suis pas accumuler les contacts dans une boîte à chaussures, virtuelle, numérique ou papier, peu importe, pas mon truc, quoi. Ça Mm. sert, je cherche, personnellement, avoir X milliers de contacts sur LinkedIn ou ailleurs, ça n'a jamais été une fin en soi. Et donc, créer des relations fertiles, Mm. d'accord? La fertilité, et tout ce qu'il y a derrière comme image positive, que ce soit pour la nature humaine ou la nature en général, voilà, c'est ensemble, on va faire quelque chose de chouette ensemble. On va le faire, on va faire quelque chose d'utile, et puis, et en plus, on va essayer de le faire avec le plus de plaisir possible. Mm. Ce que tu nous partages, ça me fait penser, je crois qu'outre-Atlantique, ils disent que la qualité d'un réseau, c'est pas le nombre de personnes que tu as dans ton réseau, c'est le nombre de personnes qui répondent quand tu les appelles. C'est vrai. Finalement, c'est ça. C'est que tu as vraiment construit une vraie relation avec ces personnes-là. Oui, bien sûr, c'est les gens, oui, je le connais, c'est comme ça. Ouais, bien sûr, mais évidemment, bien sûr. Puis, déjà, est-ce que tu as son 06? Déjà, Est-ce que tu peux l'appeler? Et puis, effectivement, les gens, sur les réseaux sociaux, on parle le critère de l'engagement, hein, quand on poste, on mm, voit le nombre de likes, le nombre de commentaires, le nombre de republications, etc., etc. L'engagement, c'est sûr que si tu appelles ton réseau, tu laisses 100 messages téléphoniques, et ça n'a jamais fait ce test, mais c'est jamais bon signe quand les gens te ghostent, comme on dit. mm, c'est ça. Alors, tu as créé ta première entreprise en 96, c'est ça? Oui. Et avant ça, qu'est-ce qui t'a amené? C'est quoi ton parcours Ah, avant de devenir entrepreneur? bien sûr, moi j'ai fait une école de commerce, elle s'appelait l'ESC Rouen, elle s'appelle Neoma, et donc prépa HEC et puis école de commerce. Et en dernière année, j'ai fait la majeure entrepreneur avec un monsieur formidable qui s'appelle Robert Papin et qui avait créé la majeure entrepreneur à HEC. Et tu vois, d'ailleurs, là, je vais bouger le truc, je peux bouger mon micro 30 secondes, tu vois, le Ouais, bien sûr. bouquin, j'ai mis des bouquins pour être là. Et voilà. Et donc, tu vois, par exemple, Robert Papin, c'est un monsieur extraordinaire, ça, c'est un de ses bouquins, mais j'en ai plein de lui. Et il se trouve que je connais, parce qu'après, je l'ai revu des années après, quand il est intervenu au salon des micro-entreprises, le salon SME. Et je lui ai dit, Robert, vous avez changé ma vie. Et je me rappelle encore Attends, je remets le Robert sous mon ordinateur pour ne pas changer le cadrage. Voilà. Et je me rappelle encore j'avais donc 22 ans, 23 ans, 22 ans, ouais, dans l'amphi, avec Robert comme prof, expliquant le cycle de vie d'une entreprise et d'un chef d'entreprise. Je me rappelle de ce qu'il a dit, ça m'a vraiment marqué, vraiment marqué. Et je me suis dit, tiens, je vais créer ma boîte. Et donc, j'étais diplômé de l'école, j'avais 23 ans. Et j'ai créé ma première entreprise, j'en avais en 96, donc j'en avais 37. Et j'ai été une petite quinzaine d'années dans des grands groupes, puisque en fait, je voulais créer ma boîte, mais je cherchais l'idée géniale, le truc qui n'a jamais été fait. Et j'ai pas trouvé. Et d'ailleurs, 15 ans après, créer une entreprise, une agence de communication, ça montre la créativité de la démarche. Je pourrais pouvoir en revenir. Mais donc, sinon, donc après l'école, j'ai enchaîné, j'ai travaillé d'abord chez 3M. J'étais chef de produit sur 4 lignes de produits, Safety and Security Products, du marquage de vêtements, des produits rétro-réfléchissants, produits de sécurité contre le terrorisme, produits anti-vol, euh, produits contre le piratage. Et c'était ma deuxième école. C'était absolument incroyable, 3M. J'ai eu des patrons formidables. Et puis, j'ai eu la chance de pouvoir mettre en application directement les cours de marketing stratégie que j'avais fait à l'école en troisième année. C'était incroyable. Donc, c'était vraiment la deuxième école. Ensuite, j'ai rejoint Compaq, parce qu'un jour, donc, chez 3M,
Moi, j'y suis entré en 1982. Et chez 3M, j'étais il y avait l'IBM PC venait d'être lancé avec Charlie Chaplin en publicité. Et donc 3M a acheté des PC et a choisi il y avait 8 divisions, et a choisi par division un poisson pilote opérationnel pour tester ce qu'on pouvait faire avec un ordinateur, parce qu'on ne savait pas. Et donc je me rappelle, j'étais allé à la boutique IBM à la Tour Montparnasse pour voir ce que c'était qu'un IBM PC, etc. Et le truc qui était dingue, j'ai eu une révélation, c'est que je suis allé à la Porte Maillot, à un salon qui était le premier forum de l'IBM PC. Et là, j'ai vu j'ai été, parce j'étais bluffé, c'est là que je travaillais. Et, c'était le tout début, quoi. C'était un monde de Mmh. Far West. C'était génial, c'était absolument génial. On ne parlait pas de start-up à l'époque, hein. Mais moi, mes yeux brillaient, j'avais 25 ans. Et j'ai dit, c'est génial, c'est que je sais que je veux rentrer dans ce métier-là. Et donc, il y avait pas Microsoft, hein, il n'y avait pas Google. Les tableurs s'appelaient VisiCalc ou Lotus 1, 2, 3, il y avait Word Pro, il y avait, bref. Et je me suis dit, c'est absolument génial, je veux rentrer dans ce métier. Il y avait Apple également. Et, et un jour, je vois dans l'Express une annonce pour devenir directeur marketing de Compaq, Compaq Computer, la boîte de Texas. Et je lis l'annonce très courte et je tombe amoureux de l'annonce. Et je me dis, je ne connaissais pas cette boîte. Et je me dis, je veux bosser dans cette boîte. Et j'envoie ma candidature au chasseur de tête. Et bon, et mais pas de nouvelles. J'insiste, 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 j'insiste. Après, ils étaient 5 en France, un compact à l'époque, ou 6. Après X contacts, je décroche j'ai un rendez-vous chez le chasseur. Je n'ai pas du tout le profil. J'ai beaucoup trop jeune. Mais j'insiste, il me présente au président de la boîte, Bernard Maniglier, qui était le fondateur en France de Compaq. Et donc, je vois Bernard dans le 8e, pas rue de la Boétie, mais pas loin, chez le chasseur. Il me fait attendre 2 heures, ce qui était en visio et bonne position, il était au téléphone avec les États-Unis, avec Houston. Et bon, il me fait attendre 2 heures, moi j'attends patiemment, vient me voir, il s'excuse. Ouais. Et là, quand je le rencontre, on reste 2 heures ensemble, je lui dis, putain, ce mec est génial, je veux bosser pour lui. Je veux bosser pour lui, absolument. Et, et il s'est passé un an entre ce moment-là et le moment où je suis rentré chez Compaq. 12 mois. Ah ouais. Parce que ils étaient que 5. J'étais le 13e employé de Compaq en France. Et il s'est passé 12 mois. Et en gros, Bernard me dit, écoutez Alain, bon, on ne sait pas, aujourd'hui, j'ai pas de directeur commercial marketing. Je vais d'abord recruter mon niveau, mon N-1. Vous êtes un peu jeune. Bon, c'est pas vraiment, vous n'êtes pas vraiment le profil. Je dis, OK, bah, écoutez, pas de problème. Et quasiment un an après, il recrute un directeur commercial marketing senior, qui avait 20 ans de plus que moi, qui avait 45 ans, Alain Bard. Et ils me disent, si vous êtes toujours intéressé, venez nous voir. Donc je révélais, je vais passer des entretiens dans les bureaux en location, Faubourg Saint-Honoré, etc. Et ça recommence à nouveau. Et je passe ces entretiens avec Alain, avec Bernard, et ça dure, ça dure, ça dure. Je dis, mais c'est pas possible. Donc un jour, je rentre chez moi un peu énervé, et je fais un mémo que j'ai retrouvé quand j'ai dîné avec Bernard il n'y a pas longtemps, Bernard Maniglier, on en rigolait de ça. Et je lui fais un mémo, et je lui dis maintenant, et je fais un mémo, je dis, voilà, pourquoi il vous faut un directeur marketing? Pourquoi, sinon, on peut imaginer que vous êtes tout seul, vous faites tout. Et je lui ai écrit un mémo comme ça, très structuré, pouf, 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 de 3 pages, 2 pages. Et j'ai dit pourquoi moi je pense être de bon candidat. Et je lui dépose ça dans sa boîte aux lettres. Le soir, Alain Bard m'appelle et me dit ça y est, c'est vous. On a confronté, Bernard a repris ses notes. Vous étiez déjà en tête des candidats qu'il avait vus il y a un an. On a fait le point et tout, c'est vous qu'on veut. Et là, je me rappelle, j'étais debout, on devait être en je sais plus, décembre, je ne sais plus bien, ou bah, fait mars, il faisait assez sombre, j'étais déjà à 18 ans dans mon bureau, et debout au téléphone fixe, hein, parce qu'il n'y avait pas de portable. Et là, ça faisait un an que j'attendais ce job, un an. Et là, donc il me dit, c'est vous, c'est bon, voilà, c'est OK, on accepte le salaire que vous voulez ça. Et là, je lui dis, je ne sais pas, je vais réfléchir. Et, et, euh, et je ne sais pas, je vais réfléchir.
Alors que j'étais fou de joie, quoi. Et je ne sais pas, ça fait un an que j'attends, je vais réfléchir, je vous rappelle demain. J'ai raccroché. Voilà, Et pourquoi t'as euh, répondu ça? pardon? Pourquoi t'as répondu ça plutôt que oui, tout Parce de que ça suite faisait, si d'aller. tu veux, ça faisait un an que je courais après cette boîte. Ouais. Ça faisait un an que ces deux mecs, enfin, que Bernard, qui est un modèle pour moi, moi, pour moi, c'est une boussole. Maintenant, il a plus de 80 ans, Bernard, hein, mais c'est une boussole pour moi. J'ai pris certains de ses tics, j'ai des habitudes il y a des choses. J'ai bossé avec lui pendant 2 ans et j'ai pris il y a des méthodes de réflexion, de management que 40 ans après, j'utilise toujours. Mhm. Et donc, si tu veux, pendant un an, je me suis accroché. Franchement, j'étais pas favori au début de la course, hein. J'avais pas l'âge, euh, pas l'expérience. Et un an, il me fait moiriner. Après, on recommence les entretiens. À nouveau, rebelote, les mêmes questions, le truc, etc. On se sépare, on se gratte la tête. Je fais ce mémo, lame de couteau. Quand il me dit oui, je dis, bah, j'ai attendu un an, tu peux attendre une nuit, quoi. Mhm. Et le lendemain, j'ai dit oui. Et je suis allé signer mon contrat et j'étais le plus heureux. Voilà, et j'ai passé donc tu vois, je suis un peu long, je suis désolé, mais ça me rappelle des bons Ah, mais ça, qui me rebranche avec mon passé, là. Donc, ça faisait longtemps que je n'ai pas raconté ça. Et donc, je passe 2 ans chez Compaq. Au bout de 2 ans, donc là, je suis dans le milieu, un milieu incroyable de la micro-informatique. Je suis 12e très salaire de Compaq en France. Je vais souvent à Houston au siège. Je fais des lancements de produits, des trucs incroyables, enfin, des trucs extraordinaires. J'étais directeur marketing, j'avais 25 ans, tu vois. mhm. Mais j'étais un fou. Je travaillais comme un fou parce que j'avais pas l'expérience qui allait derrière, tu vois. J'avais 2 ans d'expérience. C'était un loupio, hein. Et j'adorais aller à Houston, aller bosser avec les Américains, les recevoir, tout. Et puis mon patron, directeur commercial marketing, s'en va chez Toshiba et il me dit un jour, il me dit, est-ce que tu veux faire chez Toshiba ce qu'on a fait chez Compaq ensemble? Et là, j'hésite. Parce que j'hésite, potentiellement, quand je préviens les Américains, ils me disent, tu peux peut-être venir bosser à Houston, etc. Bon, bon, bref. Et je dis oui. Et je rentre, et donc à 27 ans, je rentre chez Compaq, chez Toshiba, informatique et les ordinateurs, les laptops, hein. Et j'y suis resté 5 ans comme directeur marketing, communication, animation du réseau, formation commerciale. J'étais pareil, le 9e ou 10e salarié. On ne parlait pas de start-up, hein, mais tu vois, c'était. Mhm. Et j'ai adoré bosser avec les Japonais, j'ai adoré aller au Japon. Je me battais après comme un chien contre Compaq qui était le concurrent. J'ai fait un débat contre Bernard Manilier, mon idole, un débat public dans un salon. Euh, on a créé une équipe, on est passé de 10 à 150 en 2-3 ans. Mon équipe est passée de une demi-personne à 25 personnes en 2-3 ans. Ça, voilà, 27 ans, c'était extraordinaire, absolument Mhm. extraordinaire. Mais j'étais le plus jeune directeur marketing en Europe. J'ai 10 ans de moins que les autres. C'est dans les réunions, c'était génial. Enfin, voilà, j'étais le. Et puis, un jour, un chasseur de tête m'appelle et me dit, je t'ai régulièrement chassé. Et j'étais tellement heureux. Je dis, non, ça m'intéresse pas. Et un jour, un chasseur de tête m'appelle et me dit, est-ce que I We Can Struggle? Et il me dit, là, est-ce qu'on a un job pour vous? Ça t'intéresse? Enfin, bon, éventuellement. Je dis, non, ça m'intéresse pas. Il me dit, est-ce que vous voulez que je dise le nom de la boîte? Je dis, bah, on me dit toujours, c'est Apple. Et là, après Apple, pour moi, c'est Apple, c'est la référence, Steve Jobs, etc. Et là, je dis, ah, là, c'est sûr que j'étais jamais allé voir en 5 ans qui que ce soit. Et donc, je vais au rendez-vous. Et c'était pour succéder à un directeur marketing emblématique d'Apple France. Et puis, c'est le moment où. Et donc, je suis allé. J'ai failli être. Voilà, j'ai été choisi, mais Apple a suspendu le recrutement parce que c'était le moment où Apple allait très mal. Mhm. Que je ne suis pas allé chez Apple. Et puis, le verre était dans le fruit. Et là, je me suis dit, c'est peut-être temps de. Quand tu commences à regarder l'herbe à côté, ben, Ouais. tant que tu ne regardes pas, tu es bien. Quand tu te poses la question de pourquoi pas, tu te projettes, tu commences à sortir. Tu mets un pied Ouais. dehors. Mhm.
Et tu me dis si je suis trop long, hein, Julien. Non, 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 c'est passionnant. Non, non, continue. Et donc là, j'ai mis un pied dehors et j'étais allé aux entretiens, j'ai vu le patron Europe d'Apple, tout ça. Et j'ai dit, ouais, je m'étais projeté, quoi, tu vois. Je m'étais projeté hors de Toshiba et ailleurs. Hmm, Puis j'avais toujours ce démon de se mettre à son compte, puis la communication. Et finalement, j'ai dit, bon, on va faire ça étape par étape. J'ai rejoint une agence. Donc, j'ai quitté Toshiba et j'ai rejoint une agence de communication en étant, entre guillemets, actionnaire. Bon, c'était pipeau, hein, j'y connaissais rien. Je- c'était un truc absolument pipeau. Donc, bon, je crois que j'avais un 15 ou 20%, mais quand je regarde maintenant, j'étais naïf, quoi, hein, bon. Et donc, je suis devenu DG d'une agence dans un groupe très chouette, mais un groupe franco-américain, MGTB. Et ce groupe a eu des difficultés financières. Moi, j'étais patron d'une agence de marketing opérationnel. On représentait moins de 10% des effectifs et 50% du profit. hmm. Et, ce groupe se fait racheter par Aurore SCG, enfin, par une agence. Et en 12 mois, je suis resté que 4-5 ans également, en 12 mois, j'ai connu 5 présidents, on a fait 4 déménagements et j'ai changé, l'agence a changé 3 ou 4 fois de nom. Donc c'était un pion complet. Ouais. Et un jour, avec Marc Lahore, qui était lui moi j'étais donc dans la filiale marketing opérationnel, lui était dans la filiale B2B. Et un jour, tous les deux, on avait un client qui était les semences Cargill. On est invité à la convention de semences Cargill. Je crois que c'était à Brest. Et à la pause du déjeuner, on était tous les deux, on s'entendait très bien, on bossait ensemble pour ce client. Et on se dit, et pourquoi on avait marre, on était des pions, quoi. Franchement, on était baladés, on n'était pas heureux. Pourquoi on ne créerait pas notre boîte, notre agence? Et ça, c'était en 95, en mars-avril 95. Et en janvier 96, on crée en personne. Désolé si j'étais long. Non, 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 non. En plus, ça répond à mes questions. Je voulais savoir qu'est-ce qui t'avait amené finalement à créer. Parce que quand tu nous racontes ton parcours, on voit que tu as travaillé pour des boîtes absolument extraordinaires. Tu as rencontré des mentors, des Ah modèles oui. vraiment qui t'ont appris énormément de choses. Et je voulais savoir justement qu'est-ce qui a fait émerger l'idée de devenir entrepreneur. Est-ce que tu l'as vraiment Non. toujours ressenti? Parce que tu nous as dit tout à l'heure que tu ressentais quand même le besoin d'être entrepreneur, Oui. d'entreprendre. Mais je vais te dire un truc, moi, mes 4 grands-parents étaient des immigrés italiens. Moi, je me sens, mes quatre grands-parents, ma mère était italienne, elle est en Italie, mon père était en France, mes quatre étaient italiens. Ils sont venus en France dans les années 20, ils crevaient de faim en Italie. Ils sont venus en France dans les années 20, et ils étaient commerçants et artisans. J'avais un grand-père menuisier, un grand-père cordonnier, une grand-mère couturière qui avait commencé à travailler en usine à l'âge de 13 ans en Italie. Hein, on lui mettait même une sorte de petit tabouret pour sa hauteur de la machine, la couture. Et puis une grand-mère qui était, à l'époque, ça s'appelait pas comme ça, qui était conjoint collaborateur avec mon grand-père. Ça n'existait pas, hein. Elle travaillait sans être payée, en gros. Puis elle était aussi femme de ménage. Et donc, j'ai grandi avec mes grands-parents. Et j'ai vu, donc pour artisans, commerçants, ça, ils étaient entrepreneurs à leur Mm. compte. Et j'ai grandi avec eux. Que dans la maison, il y avait, je vivais avec mes grands-parents paternels, mes grands-parents maternels étaient à 500 mètres, et donc j'allais voir dans l'atelier les machines. Moi, quand j'ai chez un menuisier, l'odeur de la colle à bois, ça m'émeut. Quand j'ai chez un cordonnier, l'odeur de la colle à chaussures, à cuir, ça m'émeut. C'est en vrai, c'est des madeleines, tu vois. Et donc, je voyais mes grands-parents travailler, je voyais ma grand-mère coudre, travailler, etc. Et, j'ai grandi avec des grands-parents entrepreneurs. Et donc, je pense que ça aussi, ça m'a construit, je pense. Et, et pour te dire que quand donc avec Marc, on était chez Euro SCG, et dans le processus, on s'est dit pourquoi pas créer notre boîte en printemps 95 et on crée notre entreprise en janvier 96. Deux choses, deux faits, ça peut intéresser les entrepreneurs aussi, de voir tous les hésitations, parce qu'on a mis du temps à se lancer. Il se trouve que pendant cette période, nous sommes, Marc comme moi, chassés pour être salariés. Marc est Mm. chassé par l'un de nos clients, qui était CompuServe. Hein, CompuServe, c'est AOL, c'est l'accès à Internet, fournisseur d'accès à Internet. Et donc, c'était notre client. Et le directeur général de CompuServe France lui dit à Marc, est-ce que tu veux être directeur marketing de CompuServe? Et moi, dans le même temps, je suis appelé pour devenir directeur marketing d'Europe, d'IBM IMIA, Europe, Middle East, Africa. Un truc dingue. Et,
Donc, Marc fait son processus de recrutement, d'échange avec le DG de Compuisseur France. Et moi, je fais tout le processus avec la direction, le chasseur de tête et le directeur général. Je me rappelle, il s'appelait David Wynn. C'est un Américain qui était directeur général IBM IMIA. Et, euh, et il fait je suis pas là, je passe 2 heures avec lui, je fais tout le process, etc. Et je suis retenu pour être directeur marketing Europe d'IBM. Et je dis non. Parce que Hmm. avec Marc, on réfléchit, puis on se dit non, finalement, on veut créer notre boîte. Je peux te, tu vois, même en termes de rémunération, de solidité, de statut sur la carte de visite, ça a de la gueule, directeur marketing d'IBM, tu vois. Une grande zone géographique, j'adorais voyager à l'époque. J'allais avant souvent au Japon, aux US, en Europe, des séminaires. C'est chouette cette vie-là aussi, tu vois. Et avec Marc, on se dit non, on veut faire ça. Donc j'appelle le chasseur, j'appelle David, et je lui dis non, enfin non. On me demande de dîner avec lui pour me comprendre, pour essayer d'aller. Puis je leur explique, je veux devenir entrepreneur. Donc ils disent, OK, on arrête. Et donc tu vois, tous les deux, Marc comme moi, on a eu ces tentations qui étaient super, hein. Il aurait été directeur marketing de Compulsor et moi d'IBM. Ça aurait été génial. Peut-être on aurait travaillé ensemble, tu vois, ça aurait été des vies formidables. Mais à un moment donné, on a dit non, on va arrêter d'être des salariés, on va prendre notre destin en main. Et on était tous les deux, on a le même âge avec Marc, on était tous les deux jeunes papas. Et on s'est dit, on y va, on fonce, on y va. Tu vois, donc ça a été. Et pour te dire aussi un autre point qui est intéressant, comme on n'avait pas confiance en nous, parce qu'on n'avait jamais créé de boîte, on avait la trouille, on s'est dit, bon, on va pas le faire tout seul, on va le. Parce que je me rappelle d'un dîner chez des copains, et quand on leur dit qu'on crée notre boîte, je me rappelle, ils disent, oh, c'est crâne. Parce que tu vois, c'était en 95, 96, il y a eu la guerre du Golfe avant, c'était pas génial que l'économie, tu vois. Hmm. On a créé en pleine crise. Et donc, comme on n'a pas confiance en nous, et bien, puis des gens autour de nous disent, vous ne devriez pas faire ça tout seul, on s'associe, on se dit, ils nous disent, vous devriez trouver une boîte sur laquelle vous adosser. Donc, il y a amicalement une boîte de rapprochement qui est. Notre ancien patron lui dit aide-les à créer leur boîte. Et donc, ce type, gratuitement, nous met en relation avec plusieurs agences, avec Publicis Direct, avec l'agence Alliance, avec une autre agence, avec 3-4 agences comme ça, et avec McCann Erickson, et pour qu'on crée au sein de notre agence. Moi, ça ne s'appelait pas en personne, c'est pas notre agence, on avait un positionnement, on voulait créer l'agence des achats impliquants. Hmm. Des achats qui ont des achats B2B ou B2C, mais qui ont un impact. Ouais. Les lunettes, c'est impliquant. Un ordinateur, enfin, aujourd'hui, ça ne l'est plus, mais à l'époque, ça l'était. C'est impliquant, hein, comme décision. Euh, on rencontre tous ces gens-là. Et il y a une boîte, je ne vais pas la citer, elle n'existe plus. On se voit je sais pas, 10 fois. On dit c'est avec eux qu'on veut créer. C'est une PME de la communication, avec une fédération, une constellation d'entreprises. On se dit ils sont géniaux. Ils nous emmènent en séminaire à Marrakech au mois de septembre. On était encore chez CG, on prend 2 jours de congé. Ils nous emmènent en séminaire un week-end là-bas, etc. Euh, et on dit c'est eux. Et on signe avec eux. On dit non à tous les autres, à McCann, à Publicis, à Alliance. Quand je vois Xavier Dordor d'Alliance, on en reparle d'ailleurs. Et on signe avec eux. Et on commence en juillet 96 avec eux. Et là, on se dit, au bout d'un mois, putain, on s'est trompé. On n'a pas les mêmes valeurs. On s'est trompé. Mais ils prennent 51% de la boîte et nous Hmm. 49%. D'accord? Parce qu'on a, et donc, ils nous mentorent, enfin, on peut dire ça du mentoring, ils nous aident à franchir, ils nous font faire nos premiers pas, ils nous guident un peu, ils nous mettent le maître nageur qui te met une perche devant toi, tu vois. Ou de plonger tout de même avec notre petit canard tout seul, et on a un maître nageur qui met sa perche et qui nous dit, allez, avance, et tends tes jambes plus, respire. Bon. Donc, ils mettent de l'argent dans la boîte. À l'époque, ils nous mettent on appelle ça pas lever des fonds, mais ils nous financent. On demandait à l'époque 1,5 million. Ils nous donnent l'argent, quoi. Ils nous le font sur notre compte pour qu'on se développe, on recrute, etc. Ils croient en nous. Et très vite, on se dit, on n'est pas. On les trouvait has-been, on les trouvait vieilles, enfin, vieux jeux, pas du tout à la tech. euh, et en plus, on était escrocs. Et donc Hmm. on s'est séparés. Eux ont vécu une autre aventure, sont partis. Ils nous ont escroqué de 250 000 francs, on l'a jamais revu. Hmm.
Toi, nos premiers associés ont été, voilà, et ils ont après déposé le bilan, etc., etc. Bref, ils ont vécu leur vie. Et nous, on s'est dit, on a passé 1 an et demi avec eux, et on s'est dit, OK, on a écrit au brouillon, et maintenant, on va créer notre boîte tout seul, Marc 50, Alain 50. Mmh. Mais il a fallu cette transition, tu vois, il a fallu du temps. Ça n'a pas été, ça a pas été sur un coup de tête, hein. Ça n'a pas été sur un coup de tête. On a mis du temps. Parce que n'oublions pas une chose, il n'y avait pas le régime de l'auto-entrepreneur à l'époque. Mmh. D'accord? Il fallait créer sa boîte, un capital social minimum de 50 000 francs ou 7 500, aussi, 7 600 euros après, etc., etc. Il y avait des enjeux, ça, c'était pas. On a commencé avec des collaborateurs, des salariés. On a commencé grâce à leur argent, c'est vrai aussi, mais qu'ils nous ont prêté. On a commencé avec 3 salariés. On voulait commencer, tu vois, avec l'agence des achats impliquantes. Bon, Mmh. on avait des charges tout de suite. Le premier mois, on avait des charges. Et, et donc, c'est la période d'incubation, le choix d'un partenaire, l'expérience avec eux. Alors, on peut dire, ils nous ont escroqués à la fin, c'était malhonnête, mais ils nous ont aidés également à démarrer. On a pris confiance. Et là, on est prêt, on y va, on se lance. Donc, ça a duré, tu vois, 3 ans quasiment, ce processus-là. Et après, on a créé les boîtes avec d'autres associés. Et après, on a créé des entreprises ou les marques, on l'a fait comme ça. Parfois sur des. Voilà. Mais Mmh. le premier a été long et on avait 37 ans. D'accord. Donc, voilà. Ça a mis alors, une fois que vous êtes quitté justement avec Donc, ce ouais, fonds Julien, si d'investissement, je suis trop long, tu ouais. me dis, Non, non, tu me non, coupes. non. t'in- Pour moi, c'est hyper intéressant. C'est hyper Ouais. intéressant et je pense que ça va intéresser. Tu sais, on a beaucoup de personnes dans la communauté qui ont envie de se lancer à leur compte, qui ont peur de le faire, qui pensent aussi de temps en temps que si tu veux, c'est le Graal et que c'est la seule solution pour eux d'être épanouis parce qu'ils ont eu beaucoup de mauvaises expériences en tant que salariés. Donc c'est pour ça que j'essaye de tirer un maximum de ton expérience, Vas-y, ce qui est vas-y. passionnant, de tes histoires. Moi, j'aimerais savoir, parce que tu dis tout de suite, vous aviez des charges quand vous êtes lancé. Quand vous avez recommencé à votre compte, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez travaillé à deux, vous avez re-recruté, vous avez continué. Ah non, non, Qu'est-ce que vous avez fait? on a gardé les. Non, non, mais si tu veux, nous, on avait gagné des clients entre-temps. D'accord. 1 an et demi après, on avait gagné des clients, on était rentable. Mhm. Et donc, si tu veux, on a licencié personne, on a gardé nos collaborateurs, on a même recruté, on a pris des locaux. Je me rappelle, nos bureaux étaient avec ce groupe, étaient boulevard Jean Jaurès à Boulogne, et on a trouvé des bureaux, le numéro à côté, juste à côté. Et un numéro de plus sur la même, vraiment la next door. Et quand, avec nos collaborateurs, on leur a dit, et en plus, il y avait donc une constellation d'entreprises, et on n'était pas les seuls à pas être super à l'aise à bosser que c'est les associés du groupe. On en a embarqué 2 avec nous. Mhm. Et donc, on a fait un mini-groupe. Ils n'auraient pas aucun lien capitalistique. On s'entendait bien, tu vois. Ils étaient tout seuls, ils faisaient des bouquins d'entreprise. L'autre faisait des études, Cali, Canty, était une collaboratrice. Et, euh, et on les a embarqués avec nous. Et donc, un jour, on a trouvé nos bureaux qui étaient à côté. Et donc, on dit à notre équipe, on devait être 5, 6, 7 avec eux. On a trouvé les bureaux, on vous emmène voir les nouveaux bureaux. Donc, on était au 4e étage ou au 5e. On dit, voilà, on descend au moins 2. Là, il y avait le parking voiture. D'accord? Donc, ils disent, bon, ben, on prend des voitures. On descend parking voiture. Et là, au lieu de monter dans les voitures, on monte la rampe. Tu sais, la rampe du parking. On ouvre avec le bip. Bzzz. Oui, c'est un peu surpris. Et on rentre la porte à côté. Donc Mhm. on leur a fait croire qu'on allait loin. Et en fait, on est allé au moins 2. On est remonté par la rampe. On ouvre l'ascenseur. Et puis le badge, il dit voilà, on était au 4e étage. Et voilà nos nouveaux bureaux. Il y en avait un plateau que pour nous, très grand. On flottait, hein, quand ils ont vu ça, ils ont dit c'est une salle de bal. J'ai un de mes associés qui avait négocié un super bail, de super conditions. On était 6 avec eux, peut-être 10 peut-être. On avait des bureaux immenses, quoi. Mhm. On pouvait jouer au foot. Donc, vous avez rapidement, finalement, été rentable. Ouais. Ouais, Nous, on s'est pas payé avec Marc, on s'est pas payé pendant 1 an. d'accord. On avait mis un peu de côté. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'au bout d'un an, 1 an et demi, comme on était rentable, on a rattrapé, on s'est payé, on s'est payé, on a récupéré, on s'est dit, bon, on va rester sur on avait comme niveau de référence. Alors, comme on était à 50-50,
tout était pareil, hein. Hmm. Même voiture, même salaire, pareil. Tout était absolument pareil sur tout. Et on ne s'était pas payé pendant 12 mois. Si, bah, au bout de, je pense qu'on a dû, notre premier salaire, on a dû se verser au bout de 15 16 mois. Et on a rattrapé ce qu'on ne s'était pas versé avant, parce qu'on pouvait le faire. L'entreprise était rentable. Voilà. Donc, mais on ne s'est pas payé pendant un an et on était rentable au bout de 18 mois. Hmm. D'accord. Alors, je t'ai dit tout à l'heure, il y en a beaucoup quand même qui envisagent l'entrepreneuriat. On a pas mal d'entrepreneurs, mais on a pas mal de personnes qui envisagent l'entrepreneuriat. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui a envie de se lancer finalement, qui est salarié aujourd'hui et qui voit ça et qui souvent, comme tu as cité tout à l'heure, attend, si tu veux, l'idée géniale, quoi, tu vois, l'idée qui va bouleverser tout. Qu'est-ce que tu leur dirais? Déjà, ne pas attendre indéfiniment l'idée géniale, parce que si tu savais le nombre de réunions avec des copains que j'ai faites pour se trouver l'idée géniale, avec des réunions secrètes pour vendre des produits de dopants pour les chevaux, jusqu'à enfin, tous les trucs un peu pour finalement rien faire et créer une agence de communication. Donc déjà, ne pas attendre ça, parce que même quand on crée une agence de communication, même quand après on crée Hmm. un salon, hein, les Samarcande, ça existe depuis 2000 ans, hein, enfin, les foires et salons depuis. Et il y a toujours une... Pourquoi on le fait? Quelle est la différenciation? Quelle valeur, etc. Donc on trouve toujours les moyens d'apporter quelque chose de différent. Ça, c'est sur le fait de se dire, je trouverai une idée géniale. Bon, mais quand on n'a pas, on n'a pas. Mais c'est de bien évaluer. Et alors, quand je prends une décision, j'essaye toujours, il y a un côté émotionnel, puis un côté rationnel, même si je ne prends jamais une décision Hmm. rationnellement, on le sait bien, mais j'essaie de rationaliser les choses, d'accord? Et je me sens confortable quand mon émotion, quand mon premier mouvement et le rationnel convergent. Quand les deux convergent pas, réfléchis un peu plus, d'accord? Hmm. Et je dirais en fait d'abord, est-ce que vous avez cette envie projetez-vous, imaginez-vous, faites mentalement, un peu comme un sauteur à la perche, là, ou le tireur de rugby, le buteur qui va tirer, qui va visualiser son parcours. Comment vous vivez votre premier jour, votre deuxième jour, votre journée, qu'est-ce que vous allez faire, comment ça va se passer, et comment vous vous sentez? Ça vous angoisse, qu'est-ce que vous allez ressentir? Vous êtes heureux, vous êtes libéré. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, c'est d'entreprendre dans ses talents. Il y a la différence entre talent et Hmm. compétence. Et compétence, moi, j'ai fait une école de commerce, donc j'ai des compétences en gestion. C'est pas du tout mes talents. D'accord? Euh, je pense que la relation aux autres, bon, côté networking, à côté, enfin, la relation aux autres, c'est un de mes talents. Je me sens bien, Hmm. d'accord? Et donc, comment on sait pour la différence entre un talent et une compétence? Quand on est dans ces talents, ça nous fatigue. Et c'est-à-dire que moi, si je dois faire de la gestion, ça va m'intéresser, Compétentiel, faire ouais. le truc, ça va me fatiguer, je vais pouvoir me lasser, etc. Quand je suis Hmm. dans mes talents, je peux faire ça jour et nuit, week-end, j'apprends des choses, je suis heureux, etc. Donc, Hmm. le faire en ses talents. Si on a un talent de fleuriste, un talent de plombier, un talent d'architecte, un talent peu importe, on le sent, c'est pas fatigant, ça nous régénère, on est bon. Donc, le faire en ses talents, déjà, c'est-à-dire que le matin, quand on va se lever, on aura la banane. Hmm. Parce que si en plus on fait quelque chose qui nous emmerde, compliqué. Troisièmement, c'est de se dire aussi, c'est de faire une prise d'information sur et mon entourage, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je peux, sur un coup de tête, créer ma boîte? Qu'est-ce qui se passe si j'ai une famille, est-ce que j'ai un conjoint ou pas, des enfants? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai des parents à charge? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils me soutiennent? Qu'est-ce qui va se passer? D'accord? Et comment ils le vivent? D'accord? Donc, je pense, avoir le soutien massif Hmm. d'un maximum de gens autour de soi. Notamment, c'est les proches, hein, les intimes. Euh, et puis après, se projeter également économiquement. Ça veut dire quoi de créer sa boîte? Ça veut dire de faire une projection financière c'est quoi aujourd'hui de quoi j'ai besoin pour vivre? Qu'est-ce que je dois faire? Ou pour se projeter, pour éviter de se retrouver dans la merde et dans des situations parfois inextricables. Tu vois? Hmm. C'est juste. Et puis après, euh,
il y a plein de manières de tester les choses. Moi, je crois, aujourd'hui, je crois vraiment. Avant, je pensais qu'il fallait faire beaucoup d'études de marché, etc. Il faut faire des études de marché, on peut le faire. Mais je pense que un bon test, c'est bien, quoi. D'accord? Par exemple, je dis n'importe quoi, tu veux créer une mini-school, tu veux créer une mini-school pour les enfants pour apprendre l'anglais. Tu peux faire une étude de marché, etc. Mais il faut savoir, dans ta ville, que tu cibles combien il y a de gens. Mais tu vas à la sortie de la maternelle à 16 heures ou à la sortie de l'école primaire, tu vois les parents, tu leur dis, tiens, j'envisage de faire ça, qu'en pensez-vous? Et j'envisage que ça coûte, ce serait telle rue ou tel truc chez moi, chez vous, et ça coûte tant d'euros de l'heure. Ça va vous faire, tu vois, je pense que Hmm. ça, là, et pas dire si je fais ça, tu vois, voilà, j'ai ça, j'imprime un petit flyer, je dis ça, je le donne, ça répond pas. Hmm. Tu vois, un truc très concret pour savoir, quoi. Ouais. Et ça coûte rien, ça va te coûter 10 balles d'imprimer des flyers, d'imaginer une offre et de voir, t'as du comportement en face et pas, alors je coche la case 1, la case 2, oui, ça pourrait m'intéresser, etc. C'est- Hmm. et puis voilà, s'imaginer, se projeter, être dans son talent, avoir le soutien de son écosystème personnel, intime, tester. On peut très bien entreprendre en restant salarié. Si on sait pas trop, on peut très bien être en biseau, notamment les slasheurs. D'accord? Donc, on peut très bien avoir, par exemple, avec l'accord de son employeur, passer de 5/5 en 4/5, par exemple, et puis de tester quelque chose pour éviter de se fatiguer, faire son boulot salarié normal, et puis après le soir, le week-end, ouais, qu'il y ait un biseau. Hmm. Voilà et puis après, on peut faire aussi, ça peut rassurer de faire un bilan de compétences, de se dire, de s'évaluer, d'aller voir avec un professionnel. Parce que je pense que d'évaluer aussi sa force mentale. Hmm. Ouais, parce que c'est quand même une sacrée aventure, quand même, l'entrepreneuriat. Enfin, Ah, c'est c'est. une sacrée, c'est une Enfin, sacrée aventure, hein. Je dis souvent, l'entrepreneur, il a deux compagnons de route, c'est l'incertitude et le doute. ouais, c'est ça. Et il faut apprendre à cheminer avec eux. Et tu vois, mais c'est pour ça que quand je dis ça, je le dis avec beaucoup d'humilité, parce que j'ai mis 15 ans entre le moment où j'ai envie de créer ma boîte, 23 ans, et le moment où je le fais, il se passe 15 ans. Entre le moment où on décide de le faire, je ne le fais pas tout seul mais avec un associé, et puis après avec d'autres associés, parce qu'on était quatre ou après, quand on a créé les salons, je ne le fais pas tout seul mais avec d'autres. Troisièmement, la phase de j'y vais pas, en 80, ça dure un an. Et avant de se lancer à 100%, nous-mêmes, on s'associe avec quelqu'un. Tu vois, aujourd'hui, pour moi, ça me semble facile de créer une boîte. Et Hmm. ça me goisse plus du tout. Et je peux le faire. J'ai une idée je le fais, j'ai aucun problème là-dessus, aucun problème. Mais je suis entrepreneur depuis 25 ans, Hmm. d'accord? Et puis un peu plus même. Et, euh, mais voilà, donc quand on se lance, c'est normal d'hésiter, hein, d'avoir Hmm. une lifeline, tu sais, quand tu fais les trucs là, de l'acrobranche, tu es content de t'accrocher à ton truc, hein. Avant de pouvoir faire la tyrolienne, tu es content tu vérifies 2 fois ton harnais, hein. C'est moi, tu disais justement, tu t'associais, enfin, tu as toujours fait, en tout cas au début, tu as fait des projets avec un associé. Oui, Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour vraiment que ça matche en fait? Comment tu choisis? Comment tu es sûr? Est-ce que tu peux être sûr aussi de la personne avec qui tu je t'associes? pense que tu peux jamais être certain, mais pour moi, le plus important, c'est les valeurs. Hmm. Parce que euh, je peux te raconter une histoire. Un jour, il y a un commerçant et il vend des cravates. Et, non, c'est pas ça, en fait, on recommence, j'ai raté. Papa, papa, qu'est-ce que c'est quoi l'honnêteté? Alors, le père, il dit, écoute, Arthur, l'honnêteté, mais je vais te raconter une histoire. Au magasin, tu sais, je vends des cravates. Il y a une dame qui vient, qui m'achète une cravate. La cravate vaut 75 euros. Elle me donne un billet de 200 euros. Et je me trompe, je rends la monnaie sur 100, de bonne foi. Et donc, je lui rends 25 euros. Et elle ne s'en rend pas compte, moi non plus. Voilà. Le soir, chez ma caisse, et je me rends compte que j'ai 100 euros de plus. Bah, tu vois, Arthur, l'honnêteté, à ce moment-là, tu te dis, ces 100 euros, j'en parle à mon associé ou je n'en parle pas? Bon, bref, non, tout ça pour dire, les valeurs, c'est vraiment essentiel.
Parce Ouais. que tu peux notamment sur l'aspect argent, sur l'aspect financement. Mm. Euh, donc, faut être clair sur ce qu'on va faire ensemble, pourquoi on le fait. Euh, les écueils sont extrêmement nombreux pour échouer. Il y en a un qui s'investit plus que l'autre. Euh, il y en a un qui met plus d'argent que l'autre. Il y a un rapport de hiérarchie. Il y a plein de trucs, tu vois, il y a plein d'emmerdes. Et les difficultés, comment tu affrontes les difficultés? Mm. D'accord. Euh, et donc ça, été... moi, je n'ai jamais créé quelque chose seul. J'ai toujours fait que des associés. Et c'était tous, Marc, c'était un collègue de travail avec qui on s'entendait très très bien. On a bossé 4 ans ensemble. On a créé un géré des clients ensemble. On s'entendait très très bien. On n'était pas amis, on s'entendait très bien. Et les deux autres, c'était des amis que Mm. je connaissais depuis Serge. On s'est rencontrés en un voyage dans le désert. On faisait dans les dunes, on faisait des galipettes. On s'est rencontrés. Et puis ça, c'était en 87 on a commencé à bosser ensemble en 80. On a créé le salon SMA, des micro-entreprises en 99. Et Mm. Marie-Pierre, c'est Marie-Pierre Doré. C'est pareil, c'était une amie. Je bossais d'abord avec son mari. Et tous les dimanches, je jouais au tennis avec Pierre, son mari. Et puis un jour, je lui ai dit, tiens, on était partis en vacances ensemble avec leur famille, avec Pierre, Marie-Pierre, leurs enfants. Et un jour, un dimanche matin, on va du clubhouse au club et je dis à Pierre, tiens, j'ai créé une nouvelle boîte. Il me dit, ah ben écoute, Marie-Pierre, là, elle aimerait bien reprendre un boulot. Elle pourrait venir à mi-temps, comme ça, donner un coup de main. Elle est rentrée comme associée et aujourd'hui, enfin, elle a été directrice générale de l'entreprise. Mm. Euh, donc, il y a plein de choses trappes, mais le point clé, c'est les valeurs. Parce que si on n'est pas d'accord là-dessus, et ça, c'est pas facile à savoir, mais C'est ça. De temps en temps, il te faut des expériences, comme tu dis. De temps en ouais, temps, tu vois, moi, avec Lauriane, par exemple, on a eu. euh, on s'est retrouvé dans des situations qui étaient difficiles, dans lesquelles on devait compter l'un sur l'autre, tu vois, voilà. Et je pense que c'est là où tu vois vraiment la vraie valeur. Tu sais, il y a Martin Luther King qui disait on voit la vraie valeur d'un homme, pas dans les moments où tout va bien, mais dans les moments de difficulté. Et c'est vrai que c'est difficile de reproduire ça ouais, et de se dire, OK, avec certitude, tant que tu l'as pas vécu, cette situation. C'est ça ouais. que pour moi qui est difficile. Mais tu vois, avec Marc, c'est intéressant ce que tu dis, parce que j'avais pensé, c'est ce que tu dis là, et la phrase de Martin Luther King qui me fait penser. Avec Marc, donc on était tous les deux euh, salariés chez deux agences différentes du groupe MGTB ailleurs, et on a connu le dépôt de bilan. Quand on est rentré, quand je suis rentré chez MGTB, il y avait 150 ou 200 personnes. Quand on est parti avec Marc, il en restait 3. Mm. Donc, en l'espace de, en gros, 24 mois, on a vu partir 200 personnes. Et on a connu des plans sociaux, etc., etc., où il y a des gens qui partaient, il y a des pots tout le temps, des gens qui partaient, hein, des charrettes, etc., etc., etc. Et on l'a vécu, ça. On a vu notre boss, Jean-Paul Tréguer, Marc, il était délégué de personnel, il l'a accompagné au tribunal, il l'a vu chialer, quoi, tu vois. Donc, on a vécu ça, et nous, dans cette difficulté, et donc il y avait la plupart des collaborateurs, tu imagines l'ambiance dans la boîte, hein, ils parlaient que de ça, etc. Et moi, je disais toujours à mon équipe, et puis et Marc faisait pareil de son côté, je disais, écoutez, notre meilleure protection, c'est pas de blablater, hein, c'est de servir nos clients. Parce que si on a des clients, on s'en sortira toujours. Et Mm. donc, avec mon équipe, on s'est pas laissé, on n'est pas resté dans le spirale négative de qu'est-ce qu'on va devenir, et putain, les erreurs qu'ils ont faites, et le patron c'est un con, nanana, nanana, ils ont mal investi, etc. Nous, on a bossé, je disais, et quoi qu'on fasse, même si demain on est tous licenciés, sur notre CV, on aura fait ça, on aura gagné des clients, on aura fait des campagnes, et on prend, voilà. Donc arrêtons. Alors que ça tranchait. Et Marc était pareil. Et je me rappelle, quand on était, je te dis, on a connu plein de, on a été rue du Pont-Neuf, on a été ensuite à Levallois-Perret, après on a été rue d'Athènes à Paris, et notre quatrième déménagement, c'était rue de Rivoli, chez Devarieux-Villaret. Et je me rappelle quand on était rue d'Athènes, Marc et moi, là, il y avait une cour dans le bureau, on avait un petit immeuble, et mon bureau, je voyais la fenêtre, il y avait une cour, et Marc était sur une cour de l'autre côté. Et le soir, enfin, à 18h, 19h, tout le monde était barré, et nous, on était là tous les deux, et on ouvrait la fenêtre, et on se voyait, et on bossait. Et on y croyait. Mm. D'accord? Et tu vois, je pense que ce que je te dis là, je me rappelle du moment, mais je le relis avec ce que tu dis. On avait la même attitude par rapport aux difficultés. On ne Mm. bavait pas sur les autres, on bossait. Quand on est chez les clients,
poker face, on y va, c'est pas facile, mais on bosse, et on délivrait, et notre équipe aussi. Quand on a connu des difficultés, parce que tu t'imagines bien qu'en 25 ans, 28 ans de boîte, les montagnes russes, on connaît, on a eu des. Eh ben, on était construit comme ça à la base. Mais ça, je pense que ça, je ne l'ai pas analysé, je pense Marc non plus. Simplement, euh, c'était un fait, quoi. Donc c'était, je pense que nos intuitions ont dû cocher la case. On est pareil par rapport à la difficulté. Mm. Intéressant, ouais. Et tu vois, quand je lance sur un projet quelqu'un, ou quand on parle d'association ou d'autres projets, j'aime bien, il y a la théorie, mais j'aime bien dire, bah, faisons un bout de chemin ensemble, Mm. faisons quelque chose ensemble, montons un projet, même si c'est pas en association, on va voir, parce qu'il y a puis à un moment donné, on va se rendre compte, il y a tout projet, que ce soit la kermesse du club de tennis ou le dîner des voisins, peu importe. D'accord? Tout projet, il faut est-ce qui bosse, qui fout les pieds sur la table, qui fait là, il manque 10 balles, qui les met, qui se lève plus tôt, qui range derrière, etc. Qui Mm. balaye parce que c'est dégueulasse sur le trottoir, qui ramasse les trucs qui sont restés pour que ce soit nickel. Et là, quand tu fais ça, une fête des voisins, tu as 30 voisins, 25 voisins, mais qui balaye le trottoir après pour nettoyer, t'es trois. Mm. Bah, il y a des chances que soit le porteur de projet, il soit là et qu'ils aient les mêmes valeurs. Parce que si je me barre parce que j'ai piscine, je peux pas, j'ai piscine, il y a des chances que quand ce sera un peu plus grave que ramasser des détritus sur la bouteille de champagne qui était par terre au Mm. bouchon ou dans le caniveau, il y a des chances que le jour où il y aura un client qui fera défaut, il dit putain, il faut baisser nos salaires, il faut remettre un coup, il faut bosser ce week-end, il y a des chances qu'il ait aussi piscine, Mm. même Ouais. triathlon. Mm. Ouais. C'est c'est vrai que c'est vraiment, enfin, c'est les montagnes russes, quoi. Moi, j'ai pas ton niveau d'expérience, tu vois, mais déjà, c'est, c'est, euh, c'est une C'est ça. aventure, quoi. Mais c'est ça qui est bien, c'est qu'on Après, se parle hein? je dis, quand on se parle entre entrepreneurs, si on se Ouais. comprend ça, tu vois. Ouais. Mm. Donc, c'est théorique. Oui, je trouve ça, après, c'est passionnant, mais c'est vrai, c'est un mode de vie et je sais pas si, enfin, je sais pas comment tu le vois, mais est-ce que c'est vraiment fait pour tout le monde, l'entrepreneuriat? Toi Non, qui anime quand même le plus grand salon d'entrepreneurs, des non, micro-entrepreneurs. non, je pense pas. Je Ouais. pense pas. Je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas envie. Mhm. Il y a des gens qui n'ont pas envie de prendre des responsabilités dans ce domaine-là. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est, je, je me rappelle, mon père était directeur d'usine. Mon père n'avait pas le bac, mais il a fait le CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers. Il est devenu ingénieur à l'âge de 30 ans. Et peut-être la valeur travail, c'est important pour moi. Tu vois, mes grands-parents artisans, enfin, bref. Et il était directeur d'usine après. Et je me rappelle un jour, bon, il racontait, il racontait des trucs. Et il disait, il y avait un de ses collaborateurs, qui était, je pense, cadre, il disait, putain, il faut rien au bureau, mais dimanche, je vais voir le match de foot avec l'équipe de la boîte. Qu'est-ce qu'il courait sur le terrain? Et c'est lui qui haranguait les autres, etc. Alors qu'au bureau, il faut rien, et quelqu'un fait une connerie, il lui dit rien. Et en fait, une même personne peut s'investir dans un secteur Mhm. familial, associatif, etc., et être totalement désinvesti sur le plan d'entreprise. Il se dit l'entreprise, c'est juste un gagne-pain. Donc, Mhm. de, euh, de 20 à 60 ans ou de 24 à 64 ou je ne sais pas trop quoi, ben, c'est un peu ma punition et c'est mon gagne-pain, c'est économique. Et moi, je m'éclate quand je fais ceci, cela. Et Mhm. là, et à ces gens-là, je dis, c'est dommage parce que peut-être en étant entrepreneur, tu pourrais faire de ta passion un truc, mais ils n'ont pas forcément envie. Ils n'ont pas forcément envie d'être responsable. Il y a Mhm. des gens, il m'est arrivé déjà de voir promouvoir des gens qui me disent, j'ai pas envie d'être promu. Ouais. J'ai pas envie. Je veux pas prendre la responsabilité. Je veux pas, je veux pouvoir, quand à 18 heures je termine, je veux pas me dire, je veux pas emmener du boulot ou une charge mentale avec moi, j'ai pas envie. Mhm. Mais il peut Bien le sûr. prendre avec d'autres choses, hein, et chacun peut le faire. Il y a pas de bonne ou mauvaise charge mentale. Mais Mhm. il peut prendre une charge mentale parce qu'il est aidant familial et puis il s'occupe de quelqu'un handicapé et puis ça lui prend la tête et il est totalement dévoué à ça ou à son club d'échecs ou peu importe, au jeu d'échecs, hein, pas, voilà. Mhm. Alors, Donc, pour euh, répondre à ta question, je pense que non, ouais. tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur 100%. Tout le monde pourrait, mais tout le monde n'a pas forcément envie ou n'a pas le mental. Parce qu'à un moment donné, il ne faut pas être trop friable. Quand on est trop friable,
on peut pas se mettre en arrêt maladie non, si on peut, bien sûr, il faut s'autoriser à ça aussi. Mais je veux dire, faut détecter les signes avant. Mais à la limite, quand tu es salarié, tu as un petit coup de mou, tu vas voir ton médecin, tu lui dis, je suis pas bien, tu fonds en larmes et il Mm. t'arrête. D'accord. Et tu profites pas du système, ça c'est après, chacun fait ça, chacun a ses valeurs là-dessus. Mais parce qu'après, il y a des vrais malades, puis il y a d'autres, Mm. bon, bref, sujet. Mais bah, quand tu es entrepreneur, tu peux pas être faux malade. Tu peux être Ouais. vrai malade. Et donc si tu es friable, c'est compliqué. Si tu es friable Mm. mentalement. Ouais. Faut avoir une certaine résilience, c'est sûr, par rapport à ça. Pour moi, tu vois, j'attribue ça, si tu veux, à cette aventure, au fait de devenir parent. Enfin, c'est pareil. En fait, il n'y a pas de choix, quoi. Soit t'es là, soit t'es pas là, quoi. Tu peux pas remplir ton rôle sans être là, sans être présent, sans Ouais. mettre de l'énergie, quoi. Il y a pas, même quand c'est très difficile, tu peux pas jeter l'éponge. Enfin, tu peux, mais à ce moment-là, ça a des conséquences qui sont catastrophiques, dans l'un comme dans Je suis l'autre. tout à fait d'accord. Tu peux jamais couper les. Et la naissance de de mon fils, il est, ça a changé ma vie. Parce que avant, dès que je partais à l'étranger, donc j'étais chez Toshiba, je partais 3 mois par an à peu près entre les séminaires, les voyages à l'étranger. J'ai aucune conscience écologique, hein. Je Mm. suis allé, un truc qui est complètement dingue. Mon dernier voyage au Japon, il a duré 3 jours. Bref, Mm. aujourd'hui c'est une horreur. Mais et donc j'étais toujours partant et je partais quand j'allais à Tokyo ou à Houston chez Compaq ou à Tokyo. Il y avait un séminaire qui a duré 3 jours, 4 jours, une petite fois du lundi, vendredi. Parfois, je partais 2 semaines. Et je partais avant pour profiter des week-ends et je travaillais sur place, etc. Parce que je me Mm. disais, c'est extraordinaire de pouvoir. Bon. Et quand mon fils est né, quand mon fils est né, je voulais plus voyager. Je voulais plus partir 3 mois par an et me retrouver à Tokyo et pas le voir. Et donc, c'est aussi une des raisons, je pense, pour lesquelles je ne suis pas allé plus loin avec IBM. Mm. Mais, mais je voulais plus partir 3 mois par an, 4 mois par an. Donc, voilà. Mm. Et ma conscience écologique est née à la naissance de mes enfants. En me disant, qu'est-ce que je vais leur laisser? Ma conscience écologique était, je faisais attention, je n'ai jamais été ben voilà, c'est pas moi qui décidais enfin, je pouvais dire non, mais on disait à l'époque, il n'y avait pas de visio, bref. Mais j'ai toujours, mais j'avais des parents, une famille très respectueuse de l'environnement. Quand je me rends compte maintenant, c'est incroyable parce qu'ils étaient respectueux de l'environnement, du recyclage, avant même que ce soit la mode et tout ça. Donc ça, je l'ai vu. Moi, quand je vais dans une forêt, j'ai toujours 2 sacs. J'ai un sac, je ramasse les détritus aussi, hein. Je vais sur Mm. une plage, j'ai toujours un sac et je ramasse les détritus. Ça, j'ai toujours fait. Mais ma conscience écologique, notamment sur les voyages, etc., est née avec mes enfants. Petite interlude pour te parler de notre sponsor qui est, eh bien, personne. Personne n'a sponsorisé cette vidéo. C'est juste du temps qu'on passe pour t'apporter vraiment du contenu de qualité. Donc, si tu souhaites découvrir les prochaines vidéos, n'hésite pas à t'abonner. Et puis, eh bien, il ne me reste plus qu'à te laisser avec la suite de l'épisode. Ouais, qu'est-ce que tu vas leur léguer? Qu'est-ce que tu vas bien sûr, la transmission. C'est sûr que ça te change, hein. Enfin, Ah bah même oui. d'après, ça change ton cerveau, ça change ta façon de voir, tes priorités, tes besoins, etc. Hein. Mm. On est des colibris, donc Mm. Alors, ça fait un moment qu'on parle ouais. d'entrepreneuriat et c'est vraiment passionnant et je pense qu'on pourrait le faire pendant encore plusieurs heures parce que moi j'apprends énormément. J'aurais aimé quand même aussi qu'on aborde aussi la partie slashing parce que tu es un véritable pionnier sur la question. C'est vrai, c'est toi qui a lancé pas mal d'études Ouais. sur cette question-là et tu as même créé après au sein du salon SME, et tu vas nous en parler, un événement au sein du salon SME qui parle Ouais, vraiment de slashing, qui est dédié au slashing. bien sûr, bien Moi, la sûr. première question que j'avais envie de te poser, c'est qu'est-ce qui t'a amené finalement à t'intéresser à ce phénomène? Un article dans Fast Company en 1900. C'était quand? Non, non, 2000 et des plumes. Un article de Fast Company j'étais abonné à ce magazine et je vois un article sur les slashers. Je vois un article sur ce livre, Martial Bauer. Ah, Ça, c'est le livre. Le livre, c'est elle qui. Ce bouquin, il date de. Il date de quand? Je ne sais même pas. 2007, ce bouquin, cette version-là.
Mais Donc, one person l'article, multi-carries. OK. Pour ceux qui nous écouteront en podcast, c'est elle qui ceux dit, qui- tu vois, c'est elle qui parle du slash, voilà, c'est elle qui, le slash effect, etc. Donc début des années 2000, un petit peu. Et donc dans Fast Company, je vois un article sur elle et sur sur les slashers. Et je me dis, c'est vachement bien, quoi. Et, et je commence à m'intéresser au sujet. Et souvent, je me dis, OK, parce que je me fie toujours des journalistes, enfin, je ne me fie pas des journalistes en tant que tels, mais des sujets traités par les journalistes, parce que parfois, il y a pas, il regarde pas si c'est un vrai, si c'est, ça peut être un signal faible, ça, c'est une chose. Parfois, on va en faire des tonnes sur un truc qui représente 0,0001 pour 1000. Et là, je me dis, bah, est-ce qu'il y en a beaucoup ou pas, quoi. Et donc, on a commencé à s'intéresser. Donc, notre première conférence et premier séance, on commence dans les années 2010. Hmm. Et avec des conférences, des webinars. Et on fait la première étude, moi j'ai mis à quantifier, on fait une première étude avec une boîte, ça s'appelle l'Institut Créatest, pour se dire il y en a combien en France. Et la première étude date de 2014 ou 2015. On interroge 1000 Français ou 2000 Français, on dit est-ce que une question, c'est est-ce que vous avez une activité génératrice de revenus et déclarée? Hmm. Parce que le black, c'est du slashing, mais bon, donc on dit bien une activité. Vous avez une activité principale, donc on enlève les étudiants, on enlève les retraités. Vous avez une activité principale, entrepreneur ou salarié, majoritairement salarié, parce que 87% des Français sont salariés, il n'y a pas des actifs. Et avez-vous une activité générant des revenus déclarés? Et là, en 2015, on a 16% des répondants qui disent, bah oui, c'est notre cas. Et la dernière étude, dont cette étude-là, on l'a faite 3 ou 4 fois. La dernière, c'était en 2022. Et en 2022, on était à 25%. Et on Hmm. prend des grosses bases, c'est-à-dire que pour éviter les études parce que comme tu parles, comme il faut, pour que ce soit intéressant, faut on voulait avoir au moins 300, 400 personnes. Donc on a interrogé, je pense, 2000 personnes. On n'interroge pas juste 1000, parce qu'après, c'est des petits échantillons. Hmm. Quand tu affines, les pourcentages ne veulent rien dire. Donc pour que ce soit significatif, au départ, la base, c'était 2000 Français représentatifs, des Français de 18 à, je sais plus, enfin, 64, j'ai plus, enfin, on était sur des actifs, en fait. Et Hmm. 25% des actifs nous disent, bah oui, et je suis heureux comme ça. C'est comme ça qu'on se lance. Et donc, on a on avait également créé avant, je ne l'ai pas là, mais on avait créé un guide, c'était le système D 2.0. C'était sur, moi j'avais été frappé par donc il y a ce bouquin de Martial Bauer. Il y a un autre bouquin qui m'a très intéressant, là aussi que j'avais découvert avec Fast Company, c'était The Collaborative Consumption, la consommation collaborative. Et je trouvais ça extraordinaire c'est là-dessus qu'est né Airbnb, ou tu vois, Hmm. je trouvais ça extraordinaire cette idée de dire il y a des surcapacités et donc, on va utiliser, qui sont inemployés, on va les mettre. Je parle bien de la consommation collaborative initiale, pas celle du business. Je parle bien du Airbnb initial où tu as une chambre qui est dispo, ils t'en fais pas un business, tu vois, etc. Ou idem pour le covoiturage, etc. De toutes les surcapacités qu'on peut avoir, les parkings, toutes les surcapacités qui existent, et se dire, bah, c'est con que ça soit inutilisé. Et donc, ces deux livres-là, et on avait fait le système D 2.0, on avait créé un guide qui était comment générer des revenus enfin, en gros, c'est grâce aux plateformes et aux surcapacités. Hmm. Et ça, c'est déjà du slashing. Parce que toi, tu as une activité à côté, c'était le début des ventes de seconde main, etc. Et voilà, donc après, on a commencé à rencontrer des slasheurs, Marielle Barbe, entre autres. Il n'y avait pas encore de bouquin hein, en France. Hmm. Et faire des conférences, inviter les gens et en parler. C'est comme ça on a lancé cette étude. J'ai fait, je pense, quasiment tous les plateaux télé et radio pour en parler. Ça intéressait beaucoup de journalistes. Et ça intéressait les journalistes parce qu'en plus, il y avait une étude qui montrait que ce n'est pas juste un phénomène, c'est pas juste un signal faible. Quand tu Hmm. as 16% en 2015, 25% en 2022, il y a du monde. Et donc, Ouais. on a fait la une du Parisien, on a fait la une du Figaro, le plateau télé, radio. Enfin, c'était. Et tout ça aussi, est-ce que c'était lié en 2009,
quand Novelli lance le régime auto-entrepreneur, parce que tout ça est lié, les slashers, c'est possible au régime Ouais. auto-entrepreneur aussi, quand il lance ça, avec Valérie Marc, on se dit, il faut qu'on crée c'est un mouvement incroyable. On a lancé Planète Auto-Entrepreneur, qui est un site web, un web magazine, on l'a lancé au janvier 2020, janvier 2009. Je crois même qu'on était, avant même, on était près quasiment en même temps que le site du gouvernement. Et on est monté jusqu'à 180 000 abonnés gratuits. Et j'ai Mhm. vendu ce site en 2017. Mais donc, si tu veux, l'entrepreneuriat, le régime auto-entrepreneur, système D 2.0, la consommation collaborative, donc créer des revenus grâce à une activité, et ce livre-là, c'est rare, c'est pas ce livre-là tout seul, c'est une convergence. Ouais. J'entreprends, il y a le régime auto-entrepreneur, la consommation collaborative et système D 2.0, et elle met un nom sur elle donne un nom. Elle nomme le truc, le phénomène. Les études, c'est parti comme ça. Et tu disais, donc les chiffres sont en constante augmentation depuis 2016, même avant. C'est quoi, selon toi, les facteurs principaux de cette croissance? En fait, alors, la dernière étude date de 2022, mais entre 2015 et 2022, on est passé de 16% de la population active à 20, 25. Il y a, dans l'étude, je peux t'envoyer le lien, on a on a une infographie. C'est je veux tester une idée d'entreprise, de mettre je veux augmenter, non, le premier, c'est je souhaite augmenter mes revenus. Mhm. Premier chiffre. Je veux augmenter mes revenus, c'est une première chose. Deuxièmement, il y a un deuxième lot qui est autour de je souhaite créer ma boîte, me mettre à mon compte ou tester une idée. Et puis un troisième lot autour de l'indépendance. Et en fait, ça, c'est les motivations profondes. Et ce qui permet de nourrir ces motivations, c'est que, tu as un régime social et fiscal, le régime de l'auto-entreprise, de la micro-entreprise, qui est absolument génial. Tu le connais par cœur, mais tu n'as pas Mhm. de frais au départ, tu ne payes des charges et des impôts qu'en fonction du chiffre d'affaires, zéro chiffre d'affaires, pas de charges, pas de dépenses, c'est super simple à gérer, tu peux gérer ta micro-entreprise sur ton smartphone, enfin bref. Ah, donc ça, c'est un régime, et tu peux le déclarer, tu fais ça dans les règles, etc., premièrement. Deuxièmement, l'envie d'être indépendant, de se mettre à son compte, qui a été libéré par ça. On a vu, hein, quand Novelli lance le régime auto-entrepreneur, 2008, 350 000 créations, 300 000 créations en 2008, 2009, au 1er janvier, il y a 500 000. Mhm. Tout de suite, hein, il y a un barrage, une digue qui avait sauté. Et troisième point, c'est la miniaturisation, la technologie qui te permet aujourd'hui de gérer une boîte avec ça, de faire du service client avec ça, d'avoir si t'es freelance, d'être sur Malte, sur une plateforme et de trouver du boulot, si t'es chauffeur Uber, après c'est autre chose, c'est pas, la vie c'est dit un peu différent, on va dire, mais donc tu as la convergence de un régime, un moyen de le faire, un statut pour le faire, une envie de le faire et des outils qui te permettent de le faire facilement, plus les banques digitales, plus tout ce qui se facilite la vie, tu vois, dans l'entrepreneur, bah, tu crées ton petit business. Et puis tu te dis, si demain, on ne sait jamais, j'ai une passion, j'adore fabriquer des nez rouges, par exemple, je suis fabricant de nez rouges, ou je veux devenir clown, bah, je m'entraîne comme ça, tu vois. Et puis, et je teste, et puis je vais faire rigoler les enfants à les hôpitaux ou à la maternelle, et puis je vois ce qui se passe. Peut-être puis demain, si mon job d'informaticien me va pas, peut-être que je pourrais en faire un business. Comment tu vois l'évolution de ce phénomène en France? Ah, moi, je crois beaucoup à l'hybride. Je, je pense que l'hybridation, en France, 87% de la population active française est salariée. Mhm. Et dans ces 87%, il y en a 80%, 85%, je crois, qui est en CDI. C'est le modèle. Donc, je Mhm. n'ai pas les chiffres avec moi, mais j'ai un tableau, après, parce que j'anime un webinaire sur les stashers. Je peux partager ça avec toi tout à l'heure, si tu veux. On le mettra Mhm. dans les notes de l'épisode, pour ceux qui sont Et, intéressés et, justement à l'infographie. ouais. Et je peux te donner des éléments, bien sûr. Mhm. Et si tu veux, donc, on va pas passer, moi, je crois pas, à la fin du salariat, j'y crois pas, hein. Quand tu as Mhm. 87% des gens qui sont salariés, ça va pas se faire comme ça. Donc, en 2000, il y avait 8% de la population active qui était freelance, qui était indépendante, pas freelance, qui était indépendante. Aujourd'hui, on est à 13% en 25 ans, tu vois. Bon. Donc, mais je pense qu'il va y avoir que l'hybridation du salariat et de l'entreprise
l'entrepreneuriat va se faire de plus en plus Mmh. parce que en fait, les frontières sont poreuses. Donc, on pourra déjà, il sera plus simple, il est plus simple qu'avant déjà, ne serait-ce qu'au niveau administratif, sur tes points de retraite, de passer de salarié à entrepreneur déjà à 100%. Donc, la frontière, elle est poreuse. Deuxièmement, on peut avoir les deux en même temps, en faisant attention sur quelques précautions. Euh, Moi, qu'on parle pouvoir d'achat aujourd'hui, euh, un des moyens d'augmenter son pouvoir d'achat, et je pense notamment à des professions où tout le monde n'est pas en temps plein. Mmh. On va en équivalent temps plein, il y a des métiers où tout le monde n'est pas en temps plein. Donc, un des moyens, c'est aussi de pouvoir être slasher, une activité. Je crois que son employabilité est meilleure lorsqu'on est slasher, parce que on montre une capacité d'abord à l'exploit des nouveaux domaines. Je crois qu'on montre une capacité à s'investir, euh, à être dans ses talents. Donc je pense qu'on est meilleur, on progresse. Je pense que ce qu'on fait dans Mmh. l'activité A sert l'activité B réciproquement. On progresse globalement. Euh, Quand tu es salarié, par exemple, si tu es, peu importe le métier, quand tu es slasher entrepreneur, tu dois savoir ce que c'est qu'un compte d'exploitation minimum. D'accord. Quand tu as un foyer fiscal, tu dois avoir un minimum sur recettes dépenses, hein. Déjà, bon, ça c'est une Mmh. base. Mais quand en plus, quand tu deviens entrepreneur slasher et tu as un prix d'achat, un prix de vente ou du temps passé, combien je le vends, tu dois rentrer dans une logique de compréhension de l'économie. Mmh. Je ne pense pas que les Français soient super bons en économie. Ouais. Et donc, tu es meilleur quand tu fais ça. Et donc, ça veut dire que quand tu comprends mieux ton économie personnelle, je pense que quand tu deviens toi-même un petit peu entrepreneur, tu comprends mieux également celle de ton patron ou celle de l'entreprise ou celle de la Mmh. société. D'accord? Et donc, ça te permet d'avoir un regard différent de simplement pourquoi je ne suis pas augmenté ou pourquoi c'est comme ça, enfin, bref. Mmh. Donc, je pense qu'il y a on ajoute une corde à son arc. Mmh. Et donc, je pense, et en plus, quand c'est dans ses talents, dans ses passions, j'adore les fleurs et je veux faire des beaux bouquets. Je vais faire une formation, je vais faire ça, ou la cuisine, ou peu importe. Bah, je suis dans mes talents, je me réjouis et ça contribue à mon épanouissement. Donc, Mmh. je pense que l'hybridation du travail va se poursuivre, mais je ne crois pas dans la fin du salariat. Mmh. Alors, il y a une question qu'on nous pose souvent dans la communauté. Il y en a beaucoup qui voudraient se lâcher, en fait, mais qui s'inquiètent de savoir s'ils vont arriver à en vivre. Qu'est-ce que tu leur répondrais et que montrent les chiffres? Est-ce que tu as des chiffres sur ça? Ah oui, bien sûr. Les chiffres. Les chiffres montrent que les revenus croissent en fonction du temps qu'on passe. C'est-à-dire que dans l'étude, alors j'ai plus les chiffres en tête, mais je pourrais te l'envoyer. Enfin, dans l'étude, on demande aux slasheurs combien d'heures par semaine vous consacrez à votre activité. Mmh. Certains, c'est moins d'une heure, d'autres, c'est plus de 10 ou 15 heures. On leur demande quel est en euros les revenus générés par l'activité. Et ça va, certains, jusqu'à plus de 3 000 € par mois. Mmh. Et en fait, quand tu vois, c'est extrêmement. Donc, tu en as beaucoup, c'est moins de 300 € par mois. Mmh. Mais alors, on ne relie pas individu par individu, mais statistiquement, on peut relier, se dire que les volumes sont à peu près les mêmes. Donc, faut poser la question, est-ce qu'on va en vivre? Enfin, quel revenu additionnel on va tester? J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure sur l'entrepreneuriat. On peut faire des études, on peut projeter, il faut le faire. Il faut prendre sa calculatrice, son ordinateur et se dire, voilà, et estimer ça va se passer. Euh, et puis après, le faire. Parce que ce qui est bien avec le régime auto-entrepreneur, c'est que la marche arrière elle est super facile. Tu Mmh. peux, tu mets fin à ton statut, ton régime, parce que c'est pas un statut. Tu peux fermer ton activité comme tu l'ouvres. C'est facile sur le site de l'URSSAF et c'est extrêmement simple. Et donc, tu le testes, tu vois ce qui se passe. Donc, à les gens qui se posent la question, est-ce que je vais en vivre? Je- Faites-le en théorie, faites le modèle, et après, faites tourner le modèle, non pas sur votre ordinateur, faites-le tourner dans la vraie vie. Mmh. Sachant que comme tu dis, le risque est pas avec justement ce régime auto-entrepreneur, c'est vrai que ça facilite grandement, Voilà, grandement les choses, quoi. surtout C'est si sûr. je suis déjà salarié, Mmh. se dire en fait, on peut être extrêmement décontracté par rapport à cela. Le Mmh. tout, il faut que ce soit clean par rapport à son employeur, donc pas d'activité qui concurrence, il faut un contrat de travail qui permet ça. Si ce n'est pas le cas, il faut son autorisation. Il ne faut pas se mettre en faute, Bien sûr. d'accord? Il Mmh. faut faire attention à sa santé, il faut faire attention parce que si tu commences à avoir deux boulots plein temps,
à un moment donné, tu vas péter un câble. D'accord? Mm. Donc il y a plein de choses, il y a plein de garde-fous. Mais, euh, mais pour avoir la réponse, est-ce que je vais en vivre et que moi je vais gagner, on se projette, mais après on le fait réellement. C'est marrant justement que tu abordes cet aspect justement de l'épuisement. C'est une question que je voulais te poser aussi. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait se lâcher, mais qui a peur de s'épuiser physiquement ou mentalement? Que ça peut arriver quand même assez fréquemment, Bien hein. sûr. Quand on- Comme tu dis, quand tu J'ai pas cumules deux de, emplois à plein temps, c'est difficile. Pour peu que tu j'ai sois pas parent en de. même temps, hein. Pardon? Pour peu que tu sois parent en même temps, donc c'est un troisième Oui, job. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Écoute, je crois qu'il faut être très, très humble. J'ai eu la chance jusqu'à présent, je n'ai jamais fait de burn-out. Ma femme non plus. Dans notre entourage. Voilà, mais je sais que ça peut arriver demain. Mhm. Donc, c'est pour ça que je dis beaucoup d'humilité, parce que le conseil que tout le monde donne, c'est il faut écouter les signaux que donne son corps et son esprit, etc., bien dormir, etc., etc., etc. Tout le monde, ok. Ça, c'est la théorie, c'est vrai. Donc, j'essaie d'être à l'écoute, mais tu vois, j'aimerais pas te dire quelque chose. Là, on se parle, c'est enregistré. Je pense que ce que je dis, c'est très aligné avec ce que je ressens profondément. Mhm. C'est la congruence, hein, ce que je Mhm. ressens, ce que je pense, ce que je dis et ce que je fais sont alignés. Cette congruence, j'en parle souvent dans mes conférences sur le réseau. On détecte quand c'est plié, on le détecte, d'accord? L'intuition de l'autre le détecte, il n'y a pas des micro-réactions, etc. Donc, tout ce que je te dis là, tu vois, c'est ce que je ressens intimement, ce que je pense, et ce que je dis, et c'est ce que je fais. Je pense pas être pris en flag Sur l'épuisement, si je te donne des conseils maintenant et que demain je fais un burn-out, Mhm. euh, c'est pas top. Donc j'ai pas envie de donner, j'ai pas de conseils, je peux juste te dire le- ce, ce, c'est ce que j'entends partout, ce que je lis, ce que j'essaie de faire, c'est être à l'écoute de faire attention à son. Il y a plein de signes que donne le corps. Mhm. Ouais. Et puis voilà, comment on se sent, tu vois, est-ce qu'on se sent, tu fais le Kilimanjaro, tu es fatigué, c'est normal. Tu vois, il y a pas longtemps, tu fais une randonnée, tu fais 25-30 bornes dans la journée, bon, c'est pas ton habitude, tu es fatigué, tu as mal au guibole le soir, c'est Mhm. normal. Si tu es tout le temps fatigué, t'es tout le temps déprimé, les Jeux Olympiques, c'est terrible, la dissolution, tout est terrible. À un moment donné, quand tout est noir, c'est terrible, effectivement. Ouais. Donc, voilà. Donc non, prévenir l'épuisement, c'est savoir se mettre des bornes également et savoir Mhm. s'écouter. Mais ce que je te dis là, je te dis, c'est théorique parce que je le fais, j'essaie de le pratiquer, mais Mhm. demain, je peux péter un câble. Qui, qui peut dire qu'il ne le fera jamais? Oui, tout à fait, tout à fait. Non, non, mais bien sûr, je m'attendais pas à ce que tu prennes la place d'un gourou qui Non, mais dit, tu vois. moi, j'ai trouvé la clé de la vie Non, et non, puis non, 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 j'ai les bah non. réponses à tout. Mais par rapport, c'est vrai que tu as mis énormément de choses en place. Ça fait un moment que tu es dans l'entrepreneuriat, que tu slashes, que tu fais énormément de choses. Et je voulais savoir, toi, de ton côté, c'est vrai, qu'est-ce que tu avais mis en place, toi, de ton côté, pour éviter ça? Parce que. Ouais. Mais tu vois, je l'ai vu chez Mm, des collaborateurs. Parce que moi, mm, à l'agence, j'ai des créatifs, j'ai des freelances, j'ai des gens qui font des jobs à côté. mhm, Si tu veux, il y en a, ça s'est mal passé parce que quand ils arrivent le lundi matin, les yeux comme ça, deux de tension, ils n'ont pas bossé, etc. Et que le mec ou la nana te dit, enfin, à un moment donné, c'est pas tout de suite, quoi, tu vois, quand c'est récurrent, j'ai fait un free, j'ai fait un free, et qui a passé le week-end, la nuit à bosser, etc. L'employeur, il s'y retrouve pas, tu vois. Donc mm, c'est pour ça que je dis toujours, attention à ce que, je crois beaucoup à la notion d'écosystème, est-ce que l'écosystème familial, personnel, familial, amical et professionnel se soit respecté. Toutes les mhm, composantes, toutes les parties prenantes se soient respectées. Si tu baisses ton employeur, parce que pardon, c'est grossier, mais si tu trompes ton employeur en prenant ton salaire, ton chèque à la fin du mois et en délivrant pas ce pour quoi tu es payé parce que tu fais des trucs à côté, c'est pas réglo. Ça mm. dure pas longtemps. Et s'il est pas con, il te vire. Allez, avant d'attaquer les questions rapides, je voulais quand même parler d'un sujet qui est important, le salon SME, qui Oui, va se tenir en septembre. C'est le 23-24 septembre. oui.
Cameo y sera. Nous, on y sera avec Lauriane. Ravi de t'y accueillir, Julien. Ah, mais nous, on est vraiment, vraiment ravis. Enfin, je suis vraiment ravi. Je suis impatient d'être là et puis de pouvoir échanger avec toi et puis voir aussi toutes les personnes que j'aime énormément et qui sont là-bas aussi au salon. Tu as lancé en 2023 l'événement Slash au sein du salon SME. En 23, oui. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu en quoi ça correspond Bien et sûr, qu'est-ce qu'on bien peut sûr, attendre du programme de bien sûr. 2024? Entre 2015 et 2022, on a fait des conférences pour les slasheurs, des webinars pour les slasheurs, donc notamment avec beaucoup de témoignages ou des conseils. Et en 2023, on s'est dit, on a voulu créer au sein du salon des événements dans l'événement. Un événement pour les freelances, ça s'appelle les Freelance Talks. Un événement pour le réseau, le grand interclub des entrepreneurs. Et il y a cette population des slasheurs, il y avait rien, il n'y avait pas vraiment d'événement pour eux. Enfin, et donc on s'est dit, on va créer le premier événement des slasheurs entrepreneurs. Donc pas les personnes qui sont salariés slash salariés. Mhm. D'accord. Les gens, ceux qui sont, par exemple, salariés slash entrepreneurs. Il faut qu'il y ait entrepreneur slash quelque chose à côté. Enfin, ou Mhm. salarié entrepreneur ou entrepreneur entrepreneur qui ont plusieurs activités. Et donc on a créé ça, on l'a fait avec Marielle Barbe, que tu connais bien, qui était notre Mhm. directrice éditoriale, si je puis dire, Teddy Travers du groupe Tact également. Et on s'est dit, on va lancer cet événement au salon. Et l'objectif, ça va être de pouvoir, de pouvoir révéler ce que c'est que le slashing. Il y a un truc qui m'a frappé, c'est, je fais un parallèle entre les aidants familiaux et les slasheurs. C'est-à-dire il y a 26% des actifs qui sont slasheurs, il n'y a pas 26% des slasheurs qui savent qu'ils sont slasheurs. Ils le font comme ça. Mhm. Comme les aidants familiaux. Moi, j'ai découvert que j'ai été aidant familial à plusieurs reprises. J'ai découvert que j'étais aidant familial, ça portait un nom le jour où, grâce au salon des services à la personne, j'ai découvert cette notion. Mais les gens ne savent pas, ils savent pas, ça leur paraît naturel d'aider leurs grands-parents ou leurs enfants handicapés ou leurs frères ou leurs parents, peu importe. Ça paraît normal. On ne sait pas qu'on est aidant familial. Puis un jour, tu prends conscience qu'il y a une journée des aidants, il y a plein de trucs, etc. Pour les slasheurs, c'est pareil. On avait l'objectif de se dire, on va faire prendre conscience que vous n'êtes pas anormal. Un, vous n'êtes pas tout seul, vous êtes quelques millions. Et deux, vous n'êtes pas bizarre, quoi. D'accord? C'est-à-dire que quand, je me rappelle, c'est Marielle qui me disait, quand elle a dit à sa fille un jour, c'est, je suis slasher, etc. Sa fille a dit, je suis soulagée parce qu'à l'école, quand on me demandait de dire la profession de ma mère, je ne savais pas quoi mettre. Donc, un, c'est normal, t'es normal. T'es normal. Mhm. Deux, c'est normal, mais c'est quand même plus compliqué. On va donner des conseils. Des conseils. On va partager des expériences. Et puis trois, on va essayer de voir comment, d'ailleurs, tu peux te développer, tu peux te déployer. Donc, c'était révéler, inspirer, déployer. Et on l'a fait l'an dernier, et c'était très, très chouette. Un succès. Je me rappelle c'était une des dernières conférences dans la salle et j'étais venu voir à la fin, juste, je m'étais mis au fond de la salle pour voir la fin de la table ronde sur les slasheurs. Et un visiteur, je me rappelle très bien, qui lève la main et qui dit merci parce que j'ai pris conscience que j'étais un slasher et donc je me sens normal. Et là, moi, j'ai pas prévu d'intervenir, j'ai pris le micro pour dire c'est pour ça qu'on fait ça, monsieur, c'est pour des gens comme vous. Mhm. Voilà. Et cette année, ça va être encore mieux. On a un programme de dingue. Et toujours pour pouvoir se révéler, inspirer et déployer. Et donc, le slash, l'événement slash, c'est le mardi 24 septembre, après-midi. Et ça commence à 14 heures. Et il y a une succession de temps, soit de table ronde ou d'interventions solo pour partager l'expérience. Et ça va être un des temps forts du salon. C'est un des trois temps forts du salon dédiés à ceux qui sont pluriactifs ou polyactifs. Il y a plein de mots en fait, hein. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de mots de temps en temps. Bon, même si quand même Slasher est rentré dans le dictionnaire il y a quelques Ouais, années bien maintenant. sûr, Slasher est entré dans le Larousse en 2019. Ouais. Sauf que, bon, quand tu vois la définition quand même, c'est des personnes Je qui suis cumulent d'accord. plusieurs activités Oui, par choix ou par oui, nécessité, oui. généralement issues de la génération Y. Y. Oui, Voilà, oui, je suis c'est un peu d'accord. Je suis d'accord. voilà. Bon, en tout cas, ça a le mérite d'y être, peut-être d'ouvrir, comme tu dis, les esprits, de se dire. C'est vrai que moi, souvent, quand j'en parle, ça fait un moment maintenant, et je croise des personnes, des entrepreneurs qui font énormément de choses et qui disent, mais en fait, moi aussi, je suis slasher, dis donc, c'est incroyable, je ne le savais pas, quoi. Exactement. Ouais. Exactement. Tu donnes un nom. On dit souvent que on est humain parce qu'on a une langue, un langage, mais le fait de nommer quelque chose,
Il y a un bouquin que j'adore, c'est les lois du marketing, les 21 lois du marketing. Et en fait, tout le marketing, le positionnement, c'est dans la tête. Tant qu'il n'y a pas une case, tant qu'il y a pas, le positionnement, c'est quoi? C'est au moins faire exister une catégorie. Et donc là, maintenant, il y Mhm. a une catégorie qui sont les plus réactifs. Alors, les plus réactifs, l'initié le disait, mais c'est pas tellement rêvé. Mais donc, ok, je comprends. Il y a une réalité. Et je Mhm. suis pas tout seul. Ouais. C'est pas une maladie rare. Tu vois, Ouais. il y a des maladies rares, et donc peu de gens, tu as 300 cas dans le monde, donc bon, on s'en occupe plus ou moins, souvent moins que plus, mais slasher, c'est un phénomène de société. Donc, une après-midi de conférences, d'échanges, etc. Ça n'empêche pas de venir même la journée d'avant et Ah la oui, matinée du 24, parce qu'il y aura énormément de choses pour toutes les personnes qui bien s'intéressent sûr, aussi bien à la sûr. Le salon micro-entreprise, qui SME, c'est pour souhaiteraient le les, faire ou qui le sont. Mm. bien sûr, pardon, excuse-moi, je mets le salon SME, c'est pour les créateurs d'entreprise, Mhm. les indépendants freelance et pour les patrons de petites boîtes de TPE de moins de 10 salariés. Et il y a tout. Notre envie, c'est Rise. C'est créer des. Alors, c'est un mot anglais, mais bon, des rencontres, des idées, des solutions d'énergie. Les Mm. rencontres, ils vont t'accompagner, parce que tout à l'heure, le doute et l'incertitude, c'est complètement de route. Il y a des rencontres qui vont t'éclairer, des idées. Tiens, c'est pas con ça. J'avais pas pensé à ça. Des solutions concrètes pour une solution de paiement, une solution de Mhm. informatique, cybersécurité, et puis de l'énergie pour repartir là, gonfler à bloc, parce qu'on est souvent isolé quand on est entrepreneur. Mhm. Voilà, ça sert ça. Et on a une centaine de conférences et d'ateliers. On va voir Michael Aguilar Mhm. le Conquérir ou périr. On va voir Laurent Ouais. Combalbert, ancien négociateur du RAID, sur les 8 phases de la négociation. Euh, on a une table ronde sur l'intelligence artificielle, une table ronde avec Guillaume Gibaud du slip français et Absat aussi sur l'entrepreneuriat responsable. Donc c'est voilà, 120 exposants, du networking, des speed business meetings. Ah, ça va être chouette. Et ce qui est dingue, tu vois, c'est le 25e salon SME. C'est le Mhm. 25e, on Ça. a un quart de siècle, et Mhm. c'est aussi le 15e anniversaire du régime auto-entrepreneur, donc Hervé Novelli sera là, et c'est aussi le 10e anniversaire de la loi ESS de Benoît Hamon, et notamment sur les coopératives d'activité et d'emploi et l'entrepreneur salarié. Donc il y a une convergence d'actualité, et alors pour l'instant, ils sont encore ministres, hein, mais c'est encore sur le site, on va voir, mais euh, Bruno Le Maire, Olivia Grégoire et Marina Ferrari nous ont dit qu'ils viendraient au salon. Donc maintenant, en tant que ministre, là, vu la situation, je pense qu'on va voir ce qui se passe. Ouais. Alors, comment on fait à s'y rendre? C'est payant, Alors, c'est gratuit? non, là, il suffit de s'inscrire, c'est gratuit. Mm. C'est gratuit sur inscription. Le salon se passe au Palais des Congrès Porte-Maillot à Paris. Euh, Tous les transports en commun, il y a même station Vélib également. Et on s'inscrit à l'avance. On choisit sur le site, on prépare sa vie sur le site, à quelle conférence je vais aller, à quels ateliers je vais aller. Tout est annoncé sur le site. Quels exposants. Je vais aller voir Cameo. Bien sûr. Je vais aller voir Cameo. Il y a un module de prise de rendez-vous. Donc, Mhm. tu peux prendre des rendez-vous, tu peux même le pousser, mais il y a un module de prise de rendez-vous. Et donc, si vous voulez rencontrer Julien Lopez, Mm. euh, de Lopez, pardon. Excuse-moi, Y a pas de si vous souci. voulez rencontrer Julien de Cameo, euh, prenez rendez-vous. Mhm. Mais après, mais idem, si vous voulez faire un diagnostic cybersécurité avec Orange, si vous souhaitez Mhm. rencontrer le Crédit Mutuel CIC ou Hello Bank ou Blanc, une banque, etc., etc. Bref, toutes les solutions pour créer sa boîte, la gérer, la développer. Mhm. Et ça vaut le coup de passer, comme c'est très dense, ça vaut le coup de consacrer une demi-heure pour voir le programme et se dire, voilà ce que j'y vais. En général, Mhm. les visiteurs passent une grosse demi-journée. Ça vaut la peine pour se dire, voilà pourquoi j'y vais et ce que je vais faire. Et si je suis, bon, la plupart des visiteurs des participants sont franciliens, mais si je viens de région, ben, j'en profite pour faire peut-être d'autres choses à Paris, programmer des rendez-vous, mais surtout se dire comment je vais y aller avec des questions, hein. Mhm. Quelles sont les questions que je me pose? Je vais aller à Slash parce que je suis moi-même slasher, mais ça décolle pas. Est-ce que peut-être qu'en assistant à Slash, je vais avoir des clés pour comprendre pourquoi ça décolle pas? Tu vois, Mhm. je suis freelance, je vais aller au Freelance Talks le lundi après-midi pour là aussi écouter des intervenants sur la vraie vie de freelance, c'est ce que c'est, etc. Donc, préparer sa visite, c'est important. Mhm. Bon. Nous, en tout cas,
On sera là et on est vraiment impatient de pouvoir échanger avec vous. Donc, surtout, n'hésitez pas à aller sur le site du Salon SME et de vous inscrire. Et si vous avez des questions d'ailleurs, n'hésitez pas à nous les poser ou à les poser à Alain et à son équipe qui se feront un plaisir de vous répondre. Allez, Alain, ce que je te propose, c'est qu'on passe aux questions rapides. D'accord. Des Voilà. réponses longues, des questions rapides. Voilà. Comme tu veux. Il y en a qui nous font des réponses longues aux questions rapides. Ça, Regarde, mais, regarde, mais regarde c'est le comme démon ça. qui est derrière, là. Ça, c'est moi, là, des réponses longues. Je suis un tatinophile. Je vois ça. Je pense qu'ils le verront pour ceux donc Moi, j'ai la ceux qui nous fusée, écoutent là. en podcast, sachez que vous pouvez retrouver donc tous ces épisodes aussi sur la chaîne YouTube de Caméo et vous verrez donc le super décor d'Alain qui fait apparaître pas mal de couvertures de Tintin et J'ai la d'échecs aussi, je fusée, j'ai vois. la fusée, là. J'ai la fusée Ouais. rouge et blanche, là, à damier. Mais justement, puisque tu parles de Tintin, alors c'est peut-être pas ça, hein, mais la première question, c'est est-ce qu'il y a un livre que tu offres ou que tu conseilles régulièrement? Est-ce que c'est un Oui. Tintin ou est-ce que c'est... Non, je lis Tintin et j'adore Tintin. Mais le livre que j'offre le plus et que je vais le plus offert, c'est La vie en rose mode d'emploi de Dominique Mhm. Blecheux. Et je crois qu'il y a eu plusieurs millions qui ont été vendus. Ce sont il y a 300, des aphorismes. C'est pas je vais t'en lire quelques-unes au hasard comme Mhm. ça. Mais apprenez à jongler avec 2 puis 3 balles. Prenez l'habitude de ramener des fleurs chez vous au moins une fois par semaine. C'est un feel-good book, tu vois. Mhm. Regardez les gens bien dans les yeux, posez votre regard. Euh, Faites une cure de pollen et de gelée royale. Trouvez un peste, c'est quoi? Trouvez un peste très gentil. J'ai pas vu. Voilà. Ralentissez votre rythme. Voilà. Donc ça, ce livre-là, je l'ai offert. Je sais pas, j'ai dû l'offrir des centaines de fois. Ah ouais, ok. Ah ouais, dis donc. Et, et pour la petite histoire, un jour, je te fais une réponse courte, mais un jour, j'ai un des anciens patrons qui m'appelle, qui me dit, c'est un de mes amis, Dominique Le Chemin. Il me dit, c'est pas pour ça que j'en parle. Et il voit mon nom est là, et donc je suis parrain de sa fille, tout, Victoire, bref. Et c'est pas pour ça que j'en fais la promo. D'accord. Mhm. Et il me dit, est-ce que tu connais Dominique Le Chut? Je dis, bah ouais, c'est un ami, on était à l'école ensemble, on est amis depuis 40 ans, etc. Il m'invite à déjeuner, et en fait, ce livre a été le livre qui a déclenché le grand amour de sa vie. D'accord. Ah ouais. Le livre a changé des Ok. vies. Comme quoi, donc ça s'explique aussi que tu l'offres. Bon, Ouais, c'est un c'est pour ça. C'est petit. un livre à Ouais, impact, ouais. tu sais, comme lire une phrase par jour. Donc, et Dominique, souvent, il me dit, il y a encore des lecteurs, des lectrices, des gens qui disent, gardez votre âme d'enfant, tu vois, des gens qui disent une phrase par jour. Mhm. Ouais. Voilà. Euh, Deuxième question, c'est quoi la dernière proposition de projet à laquelle tu as récemment dit non et pourquoi? Parce qu'on a l'habitude, je pose cette question parce que c'est vrai qu'on a l'habitude de dire oui, 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 avec notre enthousiasme, notre curiosité, etc. Et c'est difficile de dire non. Et c'est pour ça que j'aimerais bien savoir un petit J'ai peu du mal à toi. dire non. Et Ouais, t'as du je ne mal sais aussi. pas. Je ne sais pas quand j'ai dit non la dernière fois pour un projet. Ah ouais, dis donc. Ouais, dis donc. J'ai beaucoup de mal à dire non à des projets. Alors après, enfin, sauf si c'est. Mais tu vois, je. Tu m'avais envoyé ces questions rapides, tu me les avais envoyées avant. Hein. Je Hmm. ne trahis aucun secret en le disant. Non, bien sûr. Et surtout ton livre que tu préfères, pouf, tac, il est là. Ouais, c'est vrai que Voilà. ça. Hein. Mais je ne sais pas. Hmm. Ok, intéressant. J'ai forcément dit non à des projets professionnels ou autres, mais là, comme ça, je vois pas. Ok. Troisième question, quelle est ta plus mauvaise habitude? J'en ai plein. J'en ai plein, mais je pense que je me disperse. C'est-à-dire que c'est d'ailleurs lié à la C'est question lié de... à ce que je veux dire. Ouais. Je Ok. suis très curieux, je suis quelqu'un de curieux. J'ai soif de rencontres, soif de faire des choses. Et, euh, et j'adore l'effervescence. Et ça, je m'en suis rendu compte très tôt, dès mon premier job. Je Ah, m'en suis rendu compte quand j'avais débuté chez 3M, chef de produit, je m'en suis rendu compte et je me suis mis, il y avait des fortes exigences, et donc je me suis mis dans des. Je me suis. Donc tu vois, m'organiser, et c'est une de mes compétences, c'est pas un talent. mhm. Je suis un entrepreneur plutôt créatif.
Je suis à l'écoute et je regarde ce qui se passe et tout. Mais après, je sais aussi me concentrer, faire le truc, faire le taf. Et quand j'aime pas qu'on me dérange et quand je suis, tu vois, etc. Donc, je suis pas tête en l'air quand je travaille. C'est pas ça que je veux dire. C'est pas au Mhm. sens, c'est pas l'effervescence ou au sens où il y a un oiseau qui chante, pouf. Non, quand je suis dedans, moi, qu'il me fasse qu'il y ait du soleil ou qu'il pleuve, que je sois peu importe où je travaille, quand je suis dedans, c'est pas le sujet. Mais c'est en Mhm. revanche, c'est la dispersion au sens des centres des idées, je- j'ai envie de faire plein de choses, quoi. L'intérêt de ça. Ouais, ouais. Et donc, le côté positif, c'est que je fais des connexions, parce que je dis Mhm. souvent que le networking, c'est faire mon- un de mes talents, c'est de connecter des, des hommes au sens large, hein. Mhm. Je ne vais pas faire d'écriture inclusive à l'oral, mais je me disais, mais celles et ceux, ça me gonfle, ça, celles et Mhm. ceux. Et de connecter des êtres humains, des idées, des ressources. Ça, je le fais Mhm. en permanence. J'ai une matrice dans ma tête, en permanence, je connecte les trucs, tu vois. Donc, il y a un trou dans la rue, il y a un tas de cailloux ici. Je dis, bah, il faut prendre le tas de cailloux, puis on met dans le trou. Tu vois. En permanence, de Mhm. toujours trouver des. Je pense que les solutions sont partout. Mhm. Et donc, je suis avide de tout ça, je regarde et je me disperse et je dis, oh, si on faisait ça, si on... Et donc, mon équipe me calme. Mhm. Et mes garde-fous, c'est mes associés et mon équipe. Ils disent, arrête, là, tu nous fatigues, là. Faut qu'on avance. Mes garde-fous, donc moi, je peux être un peu électron libre parce que j'ai des super associés et puis une super équipe. Mhm. Mhm. Et puis ils disent, non, Alain, arrête, ça suffit. Ouais. Arrête. Parce que tu vois, tu dis que c'est une mauvaise habitude, mais j'ai pas l'impression que ça t'a beaucoup desservi jusqu'à maintenant aussi, quand même. Si, parce que, Si? après, je suis heureux, j'aime ce que je fais. Ouais, J'aime mon équipe, ça j'aime se mes sent. clients, j'aime les activités, j'aime ce que je fais. J'ai jamais chassé la croissance absolue, le chiffre d'affaires, les revenus, le pognon, la gloire. Ça, c'est pas mon truc. Moi, je disais que je dis souvent, ce que j'aime, c'est, tu sais, j'ai plusieurs motos personnelles en plus d'être créateur de rencontres fertiles. C'est ce que j'aime, c'est créer de la haute valeur ajoutée avec des gens que j'aime. Mhm. Et pour moi, ça a plus de valeur que avoir plein de salariés ou un gros chiffre d'affaires. C'est pas le truc. Donc, je pense que j'aurais voulu, j'aurais été plus focus, j'aurais pu faire des choses, peut-être moins de choses, plus, plus fortes. Mais moi, je m'épanouis, je suis heureux dans cette diversité. Mhm. Mhm. Ça se J'aime sent. faire des Ouais. ponts. Et puis en plus, bah, comme des activités, t'as des hauts et des bas, donc tu as des contre-cycles, tu vois. Donc ça permet Mhm. aussi. Ce qui est emmerdant, c'est quand tout est en bas. Mais c'est rarement le cas, mais ça peut arriver. Mais là, quand tu as un truc qui est en bas et un truc qui est en haut, bah, ça compense. Mhm. Mhm. C'est quoi la dernière leçon ou chose que tu as apprise? J'avais la chance d'avoir des parents d'une curiosité absolument incroyable. Mon père est décédé il y a 94 ans, il a Alzheimer, mais à, à 90 ans, il gardait encore des mots dans le dictionnaire, quoi. Pour Mhm. apprendre, toujours pour apprendre. Apprendre, c'est un truc, peut-être parce que mon père et mes grands-parents ils étaient pas, ils ont pas fait d'études, hein. Mais je vais te donner deux exemples. C'est pas, au mois de juin, je suis allé visiter avec le familistère de Gaudin à Guise dans l'Aisne. Donc, je ne sais pas si tu connais, c'est les Gaudin, les poils de Gaudin. Et quand je pensais y aller 2 heures, je suis passé la journée là-bas. Mhm. Et le familistère, de Gaudin. Gaudin, c'est un chef d'entreprise au 19e. Et il a créé le familistère en se. Moi, je connaissais ça, on m'en est pas, mais je l'ai jamais vu. Donc, je connaissais la théorie, là, je l'ai vu. Il s'inspirait des théories humanistes de Charles Fourier et du phalanstère de Fourier, donc des habitats collectifs, tu vois, avec Mhm. un espace commun, etc. Et Gaudin, au départ, il est serrurier, il crée sa boîte, il fait des poêles en fonte. Poêle Gaudin, ça existe toujours, hein. Et il a une belle boîte et il applique ce phalanstère, il en fait il y a l'usine et à côté, il y avait un grand bâtiment, deux bâtiments, trois bâtiments, et avec lesquels ses salariés étaient logés. Et il était sur il avait un système de coopérative, il y avait une école, il y avait un théâtre. Il a été précurseur en tout. Sur réduire le nombre d'heures travaillées par jour, hygiéniste également, parce qu'il y avait juste avant il y avait une épidémie de choléra à Paris. Euh, euh,
Il a inventé 100 ans avant De Gaulle la participation des salariés, enfin, l'intéressement des salariés, en disant, bah, si je gagne de l'argent, c'est grâce. Donc il a inventé la participation. Donc, et j'ai trouvé, je me dis, tout chef d'entreprise, moi je connaissais, on avait parlé, mais je n'étais jamais allé, et tout chef d'entreprise devrait aller visiter le Familistère à Guise, dans l'Aisne. C'est Guise, en fait c'est écrit Guise, comme le duc de Guise, mais ça se prononce Guise, je ne savais pas ça. Mm. Et je trouve ça extrêmement inspirant. Et la deuxième chose que j'ai appris, mais si je fais un lien par rapport parce qu'on apprendre des choses tous les jours, mais un lien par rapport au boulot, c'est la semaine dernière, je suis allé au musée d'Orsay à Paris voir l'expo sur les impressionnistes et le salon 1874, le premier salon créé par des impressionnistes qui a lancé le mouvement. Il y avait le salon officiel, il y avait le salon des refusés, et il y avait ce salon ce premier salon, ils ont fait ça dans l'atelier de Nadar au 35 voies des Capucines à Paris. Et j'ai adoré, bon, j'adore les impressionnistes, mais j'ai adoré l'histoire. Et il y avait le salon officiel qui était des milliers de toiles avec une expo avec les tableaux bord à bord. Et ils se sont dit, on va se différencier. Ils ont fait J'ai adoré le marketing de cette expo. Je crois qu'ils ont Mm. eu 3500 visiteurs seulement. Ils ont laissé de la place, ils ont respiré des tableaux, moins de monde, créer un mouvement, les médias, etc., etc. Et je trouve que quand on crée une entreprise en général, un événement en particulier, il y a toujours un contexte, concurrentiel ou pas, c'est comment je me différencie. Et donc, outre le plaisir que j'ai pris à voir les tableaux et cette expo qui est magnifique, que je recommande, qui se finit en novembre, je crois, au musée d'Orsay, j'ai fait un parallèle aussi avec une activité d'entrepreneur et d'organisateur d'événements. Donc, Mm. c'est ce que j'ai appris là, c'est pour répondre à la question, ce côté, je pense que on n'invente rien. Enfin, il y a des grands principes qui existent depuis. J'adore les consultants qui disent, ça y est, à Tokyo ou en Californie ou ailleurs ou en Corée, un nouveau concept. Hein, et tu vois, les slashers, etc. Mon grand-père maternel, Auguste, il était cordonnier, maçon et clarinettiste. Mm. J'ai découvert qu'il était slasher quand j'ai lu ce bouquin, quoi. Mais c'est pas Marcy Albauer qui a inventé le slashing. Hein. Ça existe depuis la nuit Alors, des c'était une temps. question que j'avais, que j'ai dû mettre intéresse aussi, ce qui lui fait plaisir. Mais bien sûr. Voilà. Mais Bon. pourquoi les jouets en bois dans le Jura, c'est aussi des gens qui, en hiver, des agriculteurs, ne peuvent pas travailler, puis ils font des jouets en bois. Mhm. Donc, être slasher, ça fait partie de la nuit des temps. Maintenant, Mm. on met un nom dessus. Être aidant familial aussi. Mm. D'accord? Mais à la fin du webinaire que je fais sur les slashers, au départ, je parle d'Auguste, et il y a une photo, là, je sais pas qui. Et à la fin, je voudrais juste dire, Auguste, c'est mon grand-père. Mm. Et donc c'est pareil pour les consultants qui inventent des concepts de dingue. Bon, ok, mais attends, ça existe depuis 2000 ans. Hein. D'accord? Donc c'est juste à changer le nom, t'as fait un habillage. C'est ça, oui. Ce qui est souvent le cas quand Un même. salon, Samarcand, les foires, les salons, les marchés, hein, les bonimenteurs, la vente, l'écoute, le réseau, le networking. Ok, mec, attends, ça existe depuis Mm. 2000 ans, depuis que l'homme est homme. Hein. Le gros hack, etc. Ouais, ouais. Bon, Donc, ça me fait toujours marrer, ces gens moi aussi. qui ont inventé le concept génial et puis. Ouais. C'est juste ça. Mm. Allez, je te propose de terminer par une citation qui te parle particulièrement. Ouais, il y en a une que j'aime beaucoup. C'est la pensée va comme l'éclair, la parole comme le vent et les comportements comme le fleuve. Chinoise, africaine, je sais pas. Hein. Je sais pas qui dit ça. Mais j'aime beaucoup cette citation pour plusieurs raisons. Parce que d'abord, parfois, tu sais, quand j'ai des clients, notamment des clients de l'agence, ils disent on veut changer le comportement des gens, on veut faire ça, on révolutionne le truc, etc., etc. Et je leur dis ça parce que, ok, vous avez la pensée, votre concept parking est là, mais le comportement, il est comme il est. On ne peut pas brusquer les gens. Mm. On le voit dans plein de choses, hein, entre les early adopters et puis ceux qui après les traînards, etc. D'accord? Et donc, j'aime beaucoup en termes pour expliquer, je l'aime beaucoup pour moi aussi. Je l'aime beaucoup parce que je pense que ça ne sert à rien de vouloir changer les gens. Mm. Il y a des mouvements de société profonds, tu vois, notamment la tech. La tech va très très vite, mais les habitudes moins vite et ce qui a ancré faire accepter socialement des choses,
c'est beaucoup plus lent, tu vois. Et donc, juste prendre conscience de ça, c'est que la pensée ou la texte, ça peut aller, il y a des rythmes qui vont à des rythmes, enfin, il y a des rythmes différents. Et la tech va à un certain, la pensée, la tech vont très très vite. Le juridique qui va derrière pour réglementer ça, ça va moins vite. Et puis, et puis, euh, et puis après les habitudes. Mm. Les drones, ça y est, on pourrait, les taxis drones, les taxis volants, on pourrait le faire, hein. Mm. D'ailleurs, il faut un environnement, il faut un environnement, donc, ça marche. Il faut un environnement législatif par rapport à ça. Il faut aussi accepter après qu'on se retrouve tous à 100 mètres de haut, dans les taxis volants. Donc, voilà. Donc, j'aime beaucoup ça pour expliquer, même pour me calmer aussi, pour comprendre. J'aime beaucoup cette citation. Mais j'en ai plein d'autres des citations, en fait. Mais celle-là, j'aime bien. Ouais. J'aime bien, ça me parle particulièrement, surtout que moi, j'écoute un livre en ce moment qui s'appelle Psychology of Money, qui est un livre assez célèbre de Morgan Housel. Je ne sais pas comment ça se prononce, ça doit être sur ça, mais sur la psychologie liée justement à l'argent. Et il dit, c'est très récent en fait, notre comportement face à l'argent, en fait, c'est quelque chose qui est très récent. Même le système des retraites, il explique que c'est depuis la dernière guerre. Donc finalement, on n'a pas eu le temps finalement de s'habituer. Il disait, il donnait l'exemple, on essaye enfin, les chiens et la domestication des chiens, ça fait depuis plus, je crois, 20 000 ans ou quelque chose comme ça, même enfin, peut-être beaucoup plus, je sais pas, je veux pas dire de bêtises, mais ils ont toujours justement des comportements qui datent d'il y a plusieurs milliers d'années et on espère justement arriver à une certaine évolution dans notre comportement et dans nos habitudes face à l'argent et face à tout ça, alors que c'est des choses des fois qui peuvent durer des milliers d'années. Donc effectivement, je pense que comme tu dis, le fleuve, quand tu essaies de brusquer les choses et d'aller à l'encontre des choses, c'est comme quand tu danses. Si jamais tu danses avec quelqu'un et que tu essaies de brusquer un mouvement, tu vas marcher sur les pieds, ça va pas être fluide, voilà, plutôt que d'essayer d'aller avec la musique, avec le courant. Ouais. Bon, on le voit sur l'écologie, hein, vouloir bousculer l'ordre des choses, c'est compliqué. Ouais. Mm. Et j'oublie ce que je voulais te dire. Attends, je voulais rebondir sur ce que je voulais rebondir sur ce que tu disais. Oui, quand je fais souvent mes conférences sur le réseau, et je leur dis, quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, on a notre cerveau reptilien, quand tu rencontres quelqu'un, c'est en gros ennemi ou ami. Parce que l'homme des cavernes, il sort de sa caverne, t'es hirsute, ta peau de bête et tu as une massue à la main, et tu rencontres quelqu'un qui reste comme toi, qui est hirsute, qui a une peau de bête et qui a une massue. Et toi, tu viens de congeler une trompe de mammouth dans la grotte, d'accord? Et donc, quand tu vois ce mec en face de toi, tu te dis, est-ce qu'il est là pour me foutre un coup sur la gueule et piquer ma trompe de mammouth que je viens de congeler? Alors que je me Mm. suis bien fait suer à tuer le mammouth. Ou alors, est-ce on va coopérer ensemble? Est-ce qu'on est face à face ou est-ce qu'on va faire? Et c'est la première chose. Et ça, c'est apprivoiser de cette le premier. Et ça remonte à ce que l'homme est homme. Et toi, il y a un bouquin super, c'est le. Oui, il s'appelle le bouquin sur l'évolution de l'humanité, là. Euh, Sapiens? ouais. Non, 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 c'est pas non, sûr. non. Et en fait, il explique que les premiers hommes bougeaient de 100 km, une tribu, enfin, les hommes bougeaient de 100 kilomètres par an, Mm. maximum. Pas tous, hein. Il y avait des gens qui s'éloignaient et ils s'éloignaient en 100 kilomètres. Donc, il explique notamment, comme c'est pour ça qu'il a fallu, il explique le temps qu'il a fallu quand on arrivait par le détroit de Bering en Amérique du Nord. Et pour arriver à Ushuaïa, tu vois, tu peux mettre le temps à raison de 100 bornes par an pour descendre en bas, hein. Ouais. Bon, écoute, Alain, j'ai pris énormément de plaisir à avoir cette discussion avec Ben, toi. merci, j'espère que c'était bon, très très long. Mais bon, tu couperas, hein. Écoute, il y a eu beaucoup, moi, en tout cas, de choses que j'ai apprises et je pense que les auditeurs sera pareil. Après, tu sais, tu peux mettre 2, 3 jours de temps en temps. Moi, je mets 2, 3 jours pour écouter des épisodes, des conversations qui sont entre 1 heure et 2 heures, qui sont passionnantes. Donc, voilà, j'espère que c'est pareil. Et nous, on essaye toujours de tirer aussi certains extraits particulièrement marquants aussi en format un petit peu plus court. Si ça vous intéresse, vous pouvez le trouver sur la chaîne YouTube de Caméo. Mais voilà, en tout cas, merci beaucoup, Alain. Et puis, Moi, je te remercie, Julien, pour ton écoute, de m'avoir comme ça lancé. Tu as réveillé
j'ai tiré des fils, tu as réveillé des choses, des souvenirs, des trucs qui sont enfouis. Et j'ai revécu des moments voilà. Et donc, merci pour cela, merci pour ton écoute, ta bienveillance. Et puis j'aurai grand plaisir à te voir, à te présenter du monde et à faire en sorte que le salon SME du 23-24 septembre sera chouette. Et je serai très très heureuse que de te présenter un maximum de temps sera chouette. Et je serai très très heureuse que de te présenter un maximum de gens également. Merci, merci Alain. À très bientôt. À bientôt.